France Maghreb 2. Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue dans votre talk de fin d'après-midi jusque 18h30 sur France Maghreb 2. C'est ainsi le grand forum qui démarre, le plus grand plaisir de vous retrouver évidemment comme chaque jour. De nouvelles rencontres, des duos inédits qui s'affichent aujourd'hui. C'en est encore un duo inédit avec monsieur Hakim Ral qui est déjà présent dans nos studios. Salut Hakim, salut ça va? Les auditeurs, ça va, impeccable. Et notre ami Hamou Bouakas qui a un peu de retard, il arrive, il est dans les embouteillages des transports en commun, nous dit-on. Nous allons évidemment parler dans la dernière partie tout à l'heure de Ham avec Amar, donc d'une recette qui nous donnera une recette de cuisine et puis l'éphéméride évidemment de ce 20 octobre. Bien entendu, nous parlons de sport avec une belle soirée pour le PSG mais qui a gagné sans convaincre finalement. La télé et les programmes pour ce soir avec une émission politique réservée consacrée à Bruno Le Maire. Pas sûr que ça fasse de l'audience cette histoire. Et puis nous écouterons le Silence des Mosquées tout à l'heure, groupe qui sera présent sur la scène de Marseille notamment ce samedi à l'occasion de la tournée de Human Appeal. Le j'aime ou j'aime pas évidemment en fin d'émission tout à l'heure. Et puis le coup de cœur de Monsieur Ral puisqu'il est déjà là donc... De quel coup de cœur s'agit-il? Alors mon coup de cœur cette semaine, il est en chair et en os. Il est physique. Il est physique, je vous présente, c'est monsieur Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges, qui a pour slogan à destination des citoyens français et notamment de ceux héritiers de la colonisation, exister, c'est exister politiquement. Voilà, je vous présente Mohamed Kaki. Salam alaikum. Salam, bonjour, merci. Bienvenue à toi. Bienvenue Mohamed. T'as ramené les oranges? Ah non, je sais. Allez bidon, allez bidon. Bel écharperon. Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, notre invité, il sera présent lui le 28 octobre pour la soirée pour le projet Amana de l'école Amana à Montpellier. Monsieur Nounours sera avec nous, l'humoriste, vous le connaissez? Ah oui, bien sûr. Voilà, il sera avec nous tout à l'heure. Vous pouvez le vanner, y a pas de problème. Ouais. L'avis tranché de Hakim Ral. Alors mon avis cette fois-ci c'est expliquer l'islamophobie ambiante en France. Nous citoyens français de confession musulmane, peut-on trouver les sources et l'origine de cette islamophobie galopante, grimpante qui envahit toute la France dans le passé colonial français? Très bien. Tu sais qu'il y a un ministre algérien qui a parlé de François Hollande en lui reprochant d'être nostalgique de l'Algérie française. C'est le ministre des Moudjahidines qui a dit ça. Ouais, François Hollande, il appartient à cette génération qui a été influencée certainement forcément par le gaullisme et la période coloniale française. Après, on peut remédier à ça. Je veux bien parler à François Hollande pour l'expliquer que ça a évolué. Bon, dans l'actualité de ce jeudi et ce dont nous allons parler avec vous évidemment pour ce jeudi dans cette émission du Grand Forum, la Libye, 5 ans jour pour jour après la mort de Mouammar Kadhafi, la chute du régime était censé amener le pays vers plus de stabilité, de démocratie. Force est de constater qu'il n'en est rien. La Libye est plus que jamais plongée dans le chaos, un chaos sécuritaire doublé d'un chaos politique, état des lieux sans concession. Nous essaierons en tout cas. On parlera aussi de Donald Trump, pas de miracle, le candidat républicain a manqué une occasion de prendre l'avantage sur Hillary Clinton pour ce troisième et dernier débat télévisé. Les deux candidats se sont affrontés dans une atmosphère très tendue. Trump a créé la surprise en expliquant d'ailleurs qu'il pourrait ne pas accepter le verdict des urnes le 8 novembre. Et puis l'avenir politique de Mossoul au cœur de la réunion qui se tient à Paris en présence d'une vingtaine de pays, d'organisations. Alors que l'armée irakienne progresse, François Hollande a présenté sa vision de Mossoul une fois que Daesh en ont été chassés. Nous l'écouterons d'ailleurs tout à l'heure. Mais pour commencer cette émission, évidemment, mon cher Hakim et Mohamed, on commence avec le zapping. Le zapping pour ce jeudi avec le meilleur de la télé, de la radio et d'internet et Emmanuel Macron qui lance un pic à ceux qui utilisent la laïcité comme une arme contre l'islam. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une laïcité, il peut parfois y avoir un laïcisme. Lorsque certains, au fond, font de la laïcité une arme de combat, en l'espèce contre l'islam, en pensant que la réponse au problème que nous avons aujourd'hui, c'est de combattre l'islam en interdisant de nouvelles choses, le voile à l'université, ou en allant combattre sur d'autres sujets symboliques. La laïcité, telle que définie en 1905, c'est un tout, c'est un bloc, c'est un principe de liberté. Et ce principe, il faut le défendre et il faut en même temps l'appliquer de manière intraitable. Si on donne le sentiment que nous luttons sur des terres symboliques contre une religion, on vient tout fracturer, faire le jeu de certains, celui de la division et de la guerre civile. On poursuit ce zapping avec Rachid Nekaz qui fait beaucoup parler de lui, cet homme d'affaires algérien qui, vous le savez, paie les amendes des femmes qui portent le niqab, interdit en France, rappelons-le. Voici qu'une question a été posée au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à l'Assemblée nationale.
Il y a juste un petit détail dans votre question qui ne s'y trouve pas, mais qui est un petit détail qui fait toute la différence. C'est que le jour où Madame Morano s'est interposée entre Monsieur Nekaz et la Trésorerie, le Sénat adoptait, sur proposition de mon ministère, un amendement par lequel désormais la substitution à autrui pour le paiement des amendes devenait interdit. Ce que vous n'aviez pas fait et ce que j'ai fait avec mon ministère, précisément pour mettre fin à ce type de pratiques absolument inacceptables qui n'ont pas lieu d'être dans la République, parce que précisément dans la République, nul ne peut se substituer à quiconque doit payer une amende, ce qui était le cas jusqu'à présent et qui rendait cette loi inapplicable. Et celui qui va rendre cette loi applicable par le dépôt de cet amendement qui a été largement voté au Sénat et qui, j'en suis sûr, le sera largement voté à l'Assemblée nationale, notamment par vous-même et vos amis, j'en suis désormais convaincu compte tenu de votre question, c'est moi. Alors, Monsieur Lamblin, dites à Madame Morano que nous n'avons aucune leçon à recevoir en la matière. Rachid Nekaz a indiqué qu'il poursuivrait de payer les amendes malgré les menaces de prison. On enchaîne avec, dans ce zapping, sur RMC, invité de Eric Brunet, Abdallah Zekri et sa grande gueule légendaire s'en est pris aux politiques et à tous ceux qui attaquent l'islam. Pour dire que Madame Le Pen et Philippot, ils mènent le même combat que Daesh. Daesh, ils tuent pour créer une guerre civile en France. Eux, ils veulent faire des lois impossibles d'être appliquées pour essayer de monter les uns contre les autres. Ça, c'est le premier point. Je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez défendu les pays anglo-saxons. Je tiens à préciser, il n'y a pas que dans les pays anglo-saxons où les femmes portent le voile ou des juifs portent la kippa sans qu'ils soient inquiétés. La France est devenu le seul pays d'Europe, où je m'excuse de le dire clairement, où les hommes politiques font chier l'islam et les musulmans. Alors nous, on dit ça suffit. Alors j'ai entendu parler, Philippot, d'un servicement de la femme, d'enfermement de la femme, etc. Est-ce qu'il est allé discuter avec ces femmes? Est-ce qu'un jour il a discuté avec une femme? Est-ce qu'il sait exactement la différence qu'il y a entre le voile intégral, la burqa, le burkini et le foulard? Donc c'est à côté de la plaque, ce sont des discours populistes pour des raisons bien précises, en pleine période électorale, naturellement à celui qui fait plus d'enchères. Sarkozy a dit qu'il allait faire une loi dans les universités. Marine Le Pen veut aller plus loin que lui. Elle dit je veux interdire totalement. Elle ne pourra jamais interdire les signes religieux. Pour le coup de gueule de Abdallah Zekri, on termine ce zapping. Alors vous vous posiez peut-être la question, que faut-il pour être un bon Français? Eh bien voici que Philippe Devilliers a la réponse chez nos confrères d'Europe 1. Alors il faut distinguer l'islam et les musulmans. Pour l'islam, la fermeté. Pas de construction de nouvelles mosquées, pas de halal, il n'y a pas de djellaba en France, on vit à la française en France, nous on boit du vin, c'est comme ça, on mange du porc, etc. Les musulmans n'ont pas le droit de prier. Et deuxièmement, j'arrive aux musulmans. Ça veut dire que les musulmans n'ont pas le droit de prier dans une mosquée. Alors, c'est peut-être un choix, mais... Voilà. Écoutez, vous êtes au courant maintenant qu'est-ce qu'un bon Français pour Philippe Devilliers, Hakim, hein? Ouais, manger du porc, boire du vin. Ouais, pourtant, le porc c'est considéré comme une viande pathogène. Ah, là, c'est connu, ça, chez les médecins, ils diront tous, personne ne dira le contraire, c'est que c'est vecteur d'un certain nombre de maladies. Mais bon, le zapping, il est sympa, hein. Il est sympa aujourd'hui, hein. Ouais, en gros, il tourne que autour de l'islam, en fait, des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a quoi faire, quoi. Décidément, ils ont un vrai problème, hein. Ah, j'ai l'impression, effectivement. En tout cas, Zekri, qui dit, la France est le seul pays qui fait chier l'islam et les musulmans. Voilà, alors, quand il dit ça, c'est un peu, c'est une petite grossièreté, mais je trouve que ça reste soft. Parce que la France, ils font pas chier les musulmans seulement, parce que je le dirais dans mon avis tranché, c'est qu'ils ont massacré complètement aussi pendant l'époque coloniale, et j'en profite pour faire un lien avec mon avis tranché, c'est que c'est exactement ça, c'est que les discours d'aujourd'hui islamophobes, ce n'est que la suite logique de la construction de la pensée coloniale à l'époque de l'envahissement des territoires des Arabes, des Berbères, des musulmans. Et aujourd'hui, en fait, ça se répète, l'histoire elle se répète finalement. Donc comme Monsieur Zekri dit nous font chier, c'est plutôt soft. En plus il pointe sur Marine Le Pen et Philippot, mais faut lui dire que la droite, la gauche, tout le monde s'y met. Ouais, c'est ça, c'est devenu très vendeur, hein. Ah. N'est-ce pas, Monsieur Kaki, c'est vendeur, hein, tout ça. Oui, c'est un véritable cancer qui touche tous les partis, et c'est une maladie hypocrite, parce que au fond, ça ne les dérange pas quand des gens qui viennent d'Arabie Saoudite et qui ferment une rue, là, il n'y a aucun problème. En fait, ce sont les pauvres qu'ils attaquent, parce qu'ils savent qu'en s'attaquant aux Maghrébins, je dirais, lambda,
il n'y a pas de retour. Et c'est ça la véritable injustice, c'est qu'on cogne sans avoir de riposte possible, de dégâts politiques, financiers ou autres. Et donc c'est pour ça qu'ils sont dans ce qu'on appelle en psychanalyse la toute-puissance. Bon, allez, on va dans un instant se retrouver pour attaquer le premier sujet. On va parler évidemment du 5e anniversaire de la mort, de l'assassinat de Mouammar Kadhafi en Libye. Aujourd'hui, la Libye, c'est un véritable no man's land. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous pour ce jeudi après-midi avec Hakim Ral qui est avec nous, Hamou Bouakas qui devrait pas tarder d'arriver, m'a-t-il dit, il est dans le quartier, donc ça y est, ça devrait arriver dans quelques petites minutes. Et puis Hakim qui n'est pas venu seul aussi puisqu'il est venu avec Mohamed coup de cœur. Voilà, le Mohamed coup de cœur. Kaki, président de l'association Les Oranges, qu'on ne présente plus, qu'on a déjà eu d'ailleurs l'occasion d'évoquer sur France Maghreb 2, Mohamed. Merci de votre invitation, c'est un grand plaisir d'être là. Bon, eh ben écoutez, plaisir partagé. Jusqu'à 18h, nous allons essayer de évidemment parler de l'actualité avec les auditeurs qui peuvent nous appeler bien sûr au 08 92 23 99 50 étoiles, les choix numéro 1 pour accéder donc à l'antenne. À ce propos, j'aurai une petite nouveauté donc à partir de lundi prochain vous concernant, mais je vous en dis pas plus. Sachez et je vous rappelle que demain, émission spéciale consacrée en direct de Marseille, consacrée à l'abandon du projet de la grande mosquée de Marseille. Abandon définitif enterré en conseil municipal il y a 2 semaines maintenant à Marseille. Donc nous y reviendrons en long et en large parce que là ça pointe du doigt quand même malheureusement ce qu'on peut dénoncer assez régulièrement dans cette communauté, c'est ce manque d'unité. C'est vraiment là pour le coup, en tout cas pour ce qui est de la grande mosquée de Marseille, pour avoir étudié un petit peu l'affaire, on en reparlera demain en long et en large. Vraiment il en devient de la responsabilité des musulmans de Marseille en l'occurrence, à tel point que la mairie a décidé de voir cette désunion flagrante, a décidé d'enterrer tout simplement donc ce projet. Voilà, eh bien encore une fois c'est regrettable et dommage. On en reparlera demain avec Tarek Mami qui sera en direct donc avec nos confrères de Canal 9, la télévision de proximité marseillaise, pour en parler bien sûr demain dans une émission spéciale. Et vous pouvez d'ailleurs à ce propos poser vos questions sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Hakim, il est arrivé notre ami Hamou. il est là, Hamou. Salam alaikum Hamou, Zol. Ça court dans tous les sens. Hein. Alors, Hamou, je te présente Hakim Ral. J'ai écouté déjà le début de l'émission parce que c'est ça l'avantage, on est quand même connecté. C'est bien. Et je voudrais d'ailleurs faire une petite incise par rapport à notre ami Philippe de Villiers. Oui. Qui a d'ailleurs été salué par Monsieur Macron, qui est beaucoup plus coulant, au moins en apparence, sur les questions de laïcité. Il faut savoir que Monsieur Macron a reçu les auteurs de l'appel des 41 de cet été que j'avais signé, vous vous souvenez, un appel à la suite de l'assassinat du père Hamel, qui proposait de rebattre les cartes de la direction de l'islam de France et qui en appelait à la prise en main de l'islam de France par une direction de gens qui mêleraient des imams, mais aussi des entrepreneurs, des gens qui ont une réussite sociale et personnelle, qui pouvons faire des figures identificatoires pour la communauté. Donc il nous a reçus longuement. Probablement a-t-il été un petit peu influencé par ce qu'on lui a dit. Mais quant à Philippe de Villiers, vous disiez qu'il disait qu'un bon musulman français était un musulman qui buvait du vin et qui mangeait du porc. Mais je vous signale qu'il n'a pas le copyright de cette formule. Parce que, et on l'attendrait beaucoup moins de cette personne-là, il y a un autre homme politique français qui, depuis des années, prône cette façon de considérer les musulmans. Et d'ailleurs, cet homme politique français ajoutait qu'il fallait aussi jouer aux jeux vidéo. À votre avis, qui c'est? Alors, de la droite? Enfin, non, il se prétend de la gauche. Mais il se prétend de la gauche, il s'est prétendu d'autant plus de la gauche le jour où la droite a essayé de l'acheter. Ah, la droite a essayé de l'acheter. Oui. Jacques Lang, un beurre d'élevage. Non, c'est pas Jacques Lang. Ah non. Non, quand même. Beaucoup plus jeune. Ah, plus jeune. Oui. Il a pas été maire d'une ville de banlieue parisienne? Non, il n'a pas été maire, non. Il n'est pas Premier ministre? Mes chers auditeurs, allez-y et essayez de soutenir Christophe, non. parce que là, c'est compliqué. Hakim, tu peux pas m'aider? Ah bah moi je vois pas du tout. Ah, tu vois pas du tout. Lui, il a pas de problème de Il vue. n'a pas fait partie des SOS racistes. Absolument, bravo. Julien Drey. Non. Non, il s'appelle Malek. Magnifique. Malek Bouti. Boutique. Voilà. C'est lui qui a la paternité de cette formule.
Et les plus royalistes que le roi, d'ailleurs. C'est ce que j'ai appelé, moi, la catégorie des archistocrates. Mais je le dis pas trop fort, parce que c'est méchant pour les harkis, qui sont pas tous... Ouais. Mais, si vous voulez, cette espèce de catégorie de gens qui sont d'origine maghrébine et qui ont tellement intégré le stigmate que, pour s'élever, ils ont besoin absolument d'aller casser... on peut en rajouter d'autres, hein. Alors, moi, je suis pas... je comprends tout à fait la réaction, et d'ailleurs, Malek Bouti a beaucoup changé, enfin un peu changé, depuis qu'il s'est présenté dans les Deux-Sèvres et qu'on l'a brutalement ramené à sa condition de bougnoul, puisque une députée, une socialiste dissidente s'est présentée contre lui, l'a battue, et elle est aujourd'hui ministre. Oui. Madame Pinville. Voilà. Ah oui, donc, je la connaissais pas, moi. Non, bon, personne la connaît. Mais... Elle fait quoi d'ailleurs, elle, dans le gouvernement? Attends, je me rappelle plus de quoi. Je crois que s'occupe de formation, non pas de formation professionnelle, d'économie sociale ou quelque chose comme ça. Bon, il y en a d'autres, hein, qu'on peut pointer aussi à l'image de Malek Bouti. On peut dire Lydia Guérou, on peut dire Rachida Dati, on peut dire. Non, mais disons, enfin, moi là, je le pointais pas pour les dénoncer, parce que c'est pas très intéressant, mais c'est pour montrer en fait un climat. Il y a plusieurs écoles. Moi, je peux très bien comprendre un type qui dit. Moi, par exemple, je suis de ceux qui disent, en France, tu fais comme les Romains. En France, tu fais comme les Français. Ça veut dire, tu essayes de te fondre dans la masse. Et effectivement, moi, mais ça c'est à titre personnel, je m'astreins à vivre selon les us et coutumes du peuple qui m'accueille. Mais ça ne va pas jusqu'à demander de dissoudre ce que je suis. Hein. Comme disait un sénateur romain, en parlant des Berbères, il disait les Berbères ne s'assimilent pas, ils assimilent. Moi, je veux bien assimiler ce qu'il y a de bon dans la culture française, mais je ne veux pas m'assimiler au sens où je veux pas renier ce qui a fait ce que je suis. Donc, la limite n'est pas forcément toujours simple à trouver. Mais je pense que quand on est dans le reniement, quand on est dans une espèce de négation de soi-même, on va pas très loin. Hein. Il faut mieux accepter ce qu'on est et partir de ce qu'on est pour faire le meilleur parcours possible dans l'endroit où on vit. Amou Bouakaz, Hakim Ral, et le coup de cœur également de Hakim aujourd'hui, qui est en chair et en os avec nous, le président des Oranges. Tu le connais, Amou? Vous êtes déjà rencontrés, Mohamed Kaki et Amou? Mais c'est plutôt les Kaki ou c'est plutôt les Oranges? C'est quoi votre histoire là? Non, c'est l'association Les Oranges. Le Kaki, c'est son nom, voyons. C'est une histoire de fou. On se commence pas à remixer. Eh oui, on se connaît, nous, je sais plus trop pourquoi, mais votre nom me dit tout à fait quelque chose. On a dû se voir dans un jeu, dans nos... Oui. Je crois que je suis même venu vous voir, même longuement. Oui, absolument. Ouais, ben c'est très bien. Je suis ravi, moi. Enchanté de te revoir. Et votre phrase d'accroche est une phrase d'un homme auquel je suis très attaché, puisqu'il s'agit de Abdelmalek Sayad, probablement le premier grand sociologue de l'immigration que j'ai bien connu dans la fin de sa vie, parce qu'il a commencé à perdre la vue et qu'on a dû s'occuper un peu plus de lui à ce moment-là. Et on a mené un combat important pour le rendre visible, notamment à Nanterre. Oui, il y a une rue, ouais. Abdelmalek Sayad, et un groupe scolaire Abdelmalek Sayad, que l'association Les Oranges a mené un grand combat justement pour le rendre visible, parce que la République, bien que c'était un grand chercheur et que vraiment un grand homme, eh bien on le connaissait quasiment pas, et donc on a souhaité pendant des années, on s'est battu, notamment avec le Conseil général des Hauts-de-Seine présidé par Monsieur Sarkozy à l'époque, pour lui donner un nom, donner le nom d'un collège, et malheureusement Monsieur Sarkozy à l'époque et son entourage n'avaient pas souhaité, parce qu'il nous avait dit non, ça va stigmatiser le collège. Vous voyez, la réponse méprisante. C'est pas la même raison qu'on donnera jamais le nom d'une école à Monsieur Sarkozy, ça risque de stigmatiser l'école. Hein. Et la fameuse phrase la fameuse phrase, c'est exister, voilà. C'est exister politiquement. Voilà. Eh oui. C'est un bon slogan là. Et bien, mais en fait, c'est repris dans nos spots que l'on passe nous chaque année quand il s'agit en tout cas d'inciter les auditeurs à s'inscrire sur les listes électorales. On reprend à chaque fois cette phrase qui est évidemment très parlante. C'est non seulement une phrase parlante, mais c'est une phrase aussi qui est le défi auquel nous sommes confrontés. De deux choses l'une. Oui. Ou bien, nous allons exister politiquement dans notre diversité. Moi, je demande pas aux franco-maghrébins, aux musulmans de culture, de voter tous pareil. Mais ce que je leur demande, c'est de comprendre qu'à un moment donné, même s'ils croient en l'universalisme français,
ils sont les derniers à y croire. Donc il faut toujours qu'ils réfléchissent sur le fait qu'il faut rester universaliste pour tout le monde, mais qu'il faut se souvenir que nous avons des invariants qui nous rassemblent, et il n'y a pas de raison que tous les autres se rassemblent à partir d'invariants qui leur sont communs, et que nous soyons toujours les dindons de la farce, pour le dire de manière polie. Allez, un auditeur qui aime bien appeler quand Hamou est là. Il s'appelle Kamel. Oui, bonjour Kamel. Salut à tous, salut Hamou, à toi Christophe, aux auditeurs, auditrices. Alors oui, moi je mets le pied dans le plat encore une fois, parce qu'il faut que la radio puisse être cet outil qui suscite le débat, la controverse, et je fais partie de ces gens-là qui seront toujours présents, enfin je le souhaite, tant que Dieu me donne vie. Alors, ceci étant, Hamou a touché des choses importantes, et notamment ces fameux 41 auxquels tu as participé et signé. Le problème, il faut dire les choses, parce que lorsqu'on aborde ce genre de sujet, il faut aller au bout des choses. Je crois que effectivement, et tu disais très justement à l'instant, ce sont ces dénominateurs communs, que l'on soit ici ou là, qui doivent nous unir, et quoi qu'il arrive. Alors moi, je ne ferai pas partie de ceux qui vont taper sur les gens qui ont un patronyme à consonance patronyme. Moi, je trouve que le challenge, le véritable challenge, c'est de les ramener à la maison. C'est de les ramener, ils se sont peut-être égarés, etc. Et c'est ça la beauté du geste. C'est de mener ce combat, de mener avec énergie tout ça. Alors tu parlais de ces 41 qui ont signé. J'en ai eu 1 ou 2 ou 3 au téléphone, et je trouve que malheureusement, dans ce qu'ils ont fait, et je sais que ça partait d'un bon sentiment, ils ont commis une erreur qui nous est dommageable à nous tous. Parce que l'écho qui a été fait en oubliant de citer l'affaire Mera ou comment dire, l'hypercachère, a causé un tort énorme à la communauté et à ceux qui militent, des gens comme moi notamment, mais il y en a d'autres. Ça nous a causé un tort terrible, puisque vous avez permis, au travers de ces signatures, vous avez donné le bâton pour que les BHL s'en emparent, les Val s'en emparent aussi, etc. Moi, je crois qu'il faut être sérieux dans ce genre de choses, dans ce genre de textes qui sont pondus, et que la virgule, et vous le savez, les uns et les autres, ont une importance capitale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se mettre autour d'une table et être sérieux, parce que alors attends, bouge pas, Kamel. Gros problème et de véritables combats. Je terminerai, mon cher Christophe, je termine. Oui, mais attends, avant de terminer, s'il te plaît, quand même, je reprends la main. Hamou, sur la propos de cette affaire des 41, qu'est-ce que tu as à répondre à Kamel? Effectivement, vous avez, il y a eu rien. J'ai rien à répondre. En fait, cet appel a été conçu. On n'a pas cité nominativement tous les attentats. Quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Oui. Un certain nombre de gens se sont emparés de ce point-là pour bien nous faire comprendre quelle était notre place et où est-ce qu'on devait aller. Effectivement, on ne peut pas se défendre contre ça, puisque quand vous êtes présumé antisémite, c'est pire que d'avoir la vérole. Aucun d'entre nous, dans sa vie quotidienne, ne peut être soupçonné d'antisémitisme. Ceux qui nous ont contredit sur ce point le savent parfaitement, mais c'était pas du tout ça le message. C'était le message, c'était de nous faire fermer notre gueule. Attends, bouge pas, Kamel, s'il te plaît. Non, attends. Il y a eu omission, il y a eu légèreté dans la composition de ce texte, mais je l'ai dit, je l'ai souligné, ça part d'un bon sentiment, ça parle d'une véritable envie de mener quelque chose. Bon. Je crois que c'est dans la précipitation qu'on commet des erreurs. Non, mais voilà, Kamel, il y a une erreur dont les autres se sont emparés pour nous le mettre dans la figure. Oui, mais si tu veux, Botul, nous sommes tous victimes. Botul continue de vendre des centaines de milliers de bouquins en faisant des omissions et en inventant un philosophe qui n'existe pas. Ça lui pose aucun problème, parce que lui, effectivement, son groupe de pression le soutient et qu'il est parfaitement organisé. Donc, je te parle de nous, mon cher Hamou. Oui, non, mais je te dis. Je te parle de nous, de notre communauté. Donc en fait, je vais te répondre par un proverbe chinois. Quand le sage regarde la lune, quand le sage monte la lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc on en est toujours là, en fait. Le problème, c'est que personne ne peut écrire un papier qui soit à 100% exact, et tu trouveras toujours quelqu'un pour relever une erreur, une inexactitude, un manque d'approfondissement. Bon. Donc voilà. Mon cher Hamou, tu as une vingtaine ou une trentaine d'années d'expérience dans ce milieu politique, et tu sais pertinemment, on va pas apprendre aux vieux singes à faire la grimace. Tu comprends? Si tu veux également un autre proverbe. Donc tu comprends, moi je me dis que tous ces gens, et notamment quand il y a des gens comme toi qui ont une parfaite connaissance de toutes ces pratiques, de ces manigances, etc. On compte sur des gens comme toi
pour faire attention, pour être justement le rempart, de ne pas donner le bâton à des BHL, à des Val et tutti quanti. On a bien compris, Kamel. Passe à la suite, s'il te plaît. Mais enfin, tu sais, les mêmes nous ont tous reçus, hein. Les mêmes se sont bien enquis de savoir qui on était. Et une fois qu'ils nous ont donné une petite leçon pour nous montrer quand même que c'était eux les patrons, ils nous ont reçus. Et t'inquiète pas que l'appel, il a fait son effet, malgré cette erreur qui n'en était pas une. Parce qu'en fait, dans l'appel, nous n'avons pas du tout ciblé les attentats en question. On n'a pas fait une recension. Donc effectivement, on a essayé de nous faire porter ce chapeau-là. C'est tombé, ça a fait pchit. Je ne suis pas aussi optimiste que toi. Alors je terminerai, mon cher Christophe, et je termine là-dessus. Moi, ce que j'aurais à dire aujourd'hui, je le redemande comme je l'ai demandé il y a 25 ans lorsque mon roi avait fait cette déclaration considérant que Yasser Arafat n'était pas le représentant du peuple palestinien, où je demandais au beurre, qu'on appelait comme ça à l'époque, de sortir du Parti socialiste, au travers de ce que nous avons vécu ces dernières années. Moi, je demande à tous ceux qui se sentent proches de nous, qui sont des Maghrébins, des musulmans de culture ou de confession, de sortir de ce Parti socialiste qui a été le pire des partis. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont même dépassé le FN dans les propos qu'ils ont tenus à notre égard et des insultes qui ont été faites auprès de nos mères, de nos sœurs, de nos filles, etc. Moi, j'invite tous ceux qui sont au Parti socialiste de démissionner, de rendre leur carte pour construire autre chose. Merci Kamel. Voilà, je sais pas si vous serez entendu en tout cas, mais voilà. Alors je sais où vous vous êtes rencontrés, Amou Bouakaz et Mohamed Kaki. Vous êtes rencontrés chez une certaine Fatna à Nanterre. C'est possible ça. D'accord. Ah oui, absolument. Voilà. Absolument. Ça va être soufflé par Tarek, hein. C'est elle qui a fait le coup. C'est possible. Elle a fait de nombreux coups d'ailleurs, on lui rend hommage. Hein. Mais vous voyez, la réaction de Kamel, c'est la réaction typique de ce que je considère comme étant, comment dire, un peu immature. On va sortir du PS, on va construire quelque chose d'autre. Ouais, ok, très bien. And so what? Ça fait 30 ans qu'on en rêve. Pour construire quelque chose, il faut d'abord, chacun d'entre nous, être en paix avec la pluralité de notre identité. Et donc, il faut avoir fait ce chemin-là. Et après, éventuellement, on peut construire quelque chose. Mais pour l'instant, objectivement, je trouve que non seulement on n'avance pas, mais on recule. Regardez, demain, vous allez avoir un débat à Marseille. Ouais. C'est emblématique de la situation qui est la nôtre. C'est totalement emblématique. Et c'est parce que les politiques ont fait le diagnostic que nous en étions là, qu'ils se comportent comme ils se comportent. Et le pire n'est jamais sûr, hein. On peut tout à fait, et des exemples comme ceux de Mohamed nous incitent plutôt à l'optimisme. Et je pense qu'il y a une jeunesse qui pousse, et il y a des gens qui sont en train de vraiment prendre le leadership de cette communauté. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une situation vraiment difficile. Hamou, t'as entendu parler de le parti politique français et musulman? Ou l'UDMF? Non. Et donc c'est l'émergence de partis politiques communautaires structurés par des Français issus de la colonisation, on va dire ça comme ça, l'immigration, héritiers de l'immigration coloniale. Ouais. Donc tu sais quoi ta position par rapport à ça, toi, homme d'expérience que tu es? Moi, j'ai dit à toutes les autorités qui m'ont reçu, j'ai dit que nous étions la dernière génération qui avait intégré le modèle universel français. C'est-à-dire que si, dans les prochains mois, dans les prochaines années, il n'y a pas des signes tangibles d'inclusion des anciens coloniaux dans le modèle universel français, eh bien, il n'y aura plus d'issue que soit dans la guerre civile, ou soit dans une vraie communautarisation avec des partis effectivement à tendance ethnique. Voilà ce que j'en pense. C'est une hypothèse. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui parient sur la guerre civile, qui la préparent. Ah bah ça oui. Voilà. Ça, on est tous d'accord autour de cette table. Et donc là-dessus, et c'est pour ça que Macron a employé le mot guerre civile. Oui, mais c'est rare, hein. D'accord, mais la paisibilité des gens issus de la colonisation, pour la majorité d'entre eux, ou du moins pour ceux qui se réclament de la culture et de la religion musulmane, ils sont contre cette guerre civile. Islam égale paix. Oui, bien sûr, mais ça ne leur sied pas. Ça ne leur sied peut-être pas. Ça leur sied peut-être pas, donc, mais je pense pas. Il y a une telle pression et il y a une telle difficulté que dans la jeunesse, il y a de plus en plus effectivement de sécessions qui sont organisées par le politique. Allez, dans un instant, on va changer de registre. On va parler de ce qui s'est passé il y a 5 ans, l'assassinat de Muammar Kadhafi, qui a mis
La Libye dans un état chaotique, c'est peu de le dire. Mais aujourd'hui, c'est un véritable no man's land, la Libye, hein, avec ces groupes terroristes. C'est plein de pétrole, hein. Plein de pétrole, mais c'est aussi plein d'instabilité partout, et surtout des pays qui ont des appétits aiguisés pour, en tout cas, la Libye. Et on écoutera d'ailleurs l'avis d'un chercheur là-dessus. On en reparle dans un instant avec Hamou Bouakaz, avec Hakim Ra'al, et le coup de cœur de Hakim Ra'al aujourd'hui, Mohamed Kaki. Donc, qui a rencontré Hamou chez Fatna à Nanterre. Hein, magnifique. Il paraît qu'on y mange bien en plus. Hein, jamais grave, parfaitement. Là, je peux te il dire paraît que ça cuisine fort bien là-bas. Là, je peux te dire que là, t'as intérêt quand même pendant une semaine ou deux de te mettre grave au régime. Ouais. Sinon, tu t'en sors pas vivant. D'ailleurs, on en voit encore les conséquences sur toi, Hamou. Ouais. Dans un instant aussi, Nounours, il sera au site de la soirée pour le projet d'école Amana à Montpellier. L'humoriste, il sera avec nous dans un instant. Tu connais Nounours, Hamou? Non, pas du tout. Ah bon, bah tu vas faire connaissance avec lui, tu vas voir. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Hamou Bouakaz, avec Hakim Ra'al qui sont avec nous aujourd'hui, et aussi Mohamed Kaki, le président de l'association Les Oranges. C'est quoi d'ailleurs l'association Les Oranges, monsieur Kaki? L'association Les Oranges est l'héritière d'une pièce de théâtre que j'ai jouée qui s'appelle Les Oranges de Aziz Chouaki et qui raconte l'histoire merveilleusement bien entre la France et l'Algérie de 1830 à nos jours. En 2003, on a joué cette pièce au Théâtre des Amandiers et puis dans d'autres endroits. Et en fait, on a décidé de se regrouper autour de cette association. Maintenant, on a créé l'association pour travailler la question de la mémoire et de l'histoire comme enjeu de la mémoire de combat. La mémoire sur laquelle on s'appuie, non pas la mémoire du pathos, mais la mémoire de l'héritage. Tout à l'heure, j'ai entendu dire un certain nombre de gens, d'ailleurs, issu d'eux. Moi, je récuse totalement le mot issu d'eux, parce que dans issu d'eux, il y a voix sans issue, alors que dans le mot héritier, français héritier de l'immigration coloniale, il y a le mot héritage, et notamment un Nanterre qui est la ville historique de l'immigration algérienne, politiquement et culturellement. Eh bien, c'est là-bas, et pas beaucoup de gens le savent, c'est là-bas que en 1937, le PPA, le Parti du peuple algérien de Messadi Hadj, a été créé à Nanterre dans un café algérien. Et nous avons d'ailleurs à l'occasion d'un colloque international, je dirais, trouvé une archive, et donc on a justement rendu hommage à Abdelmalek Sayad en écrivant un livre qui s'appelle Mémoire algérienne, hommage à Abdelmalek Sayad. Et donc à ce moment-là, nous avons, je dirais, trouvé cette archive donc du PPA. Et cela prouve que l'histoire des Algériens ne date pas seulement des années 60, elle n'est pas corrélée uniquement, comme beaucoup de gens le disent, au bidonville et au misérabilisme. Elle est corrélée à une histoire de combat, de dignité, d'action culturelle, de plein de belles choses que nos jeunes gens doivent savoir. D'ailleurs, c'est à Nanterre que chaque année, Fatna Chouik, dont on parlait tout à l'heure, reçoit le maire de Nanterre et ses amis. Donc vous faites partie visiblement, puisque vous avez déjà été invité. Et le préfet, oui, c'est une soirée qu'on fait au cours de... C'est un bon geste quand même, ça permet de se rencontrer, de parler, d'échanger. Tout à fait, et puis dans un cadre convivial. C'est surtout pendant la période en plus du Ramadan, donc voilà. Si Fatna le fait, c'est pour une raison simple, c'est qu'elle a été plusieurs mandats successifs adjointe au maire de Nanterre, et que elle a laissé dans cette ville une trace qui l'a fait... qui la met en situation de pouvoir faire se rencontrer. Oui, mais elle n'est pas obligée. Elle n'était pas obligée de le faire. Non, mais voilà. Je veux dire, tout le monde non plus peut pas s'amuser à inviter le préfet, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Alors, parlons, si vous le voulez bien, de la Libye. Il y a tout juste 5 ans, le 20 octobre 2011, en plein printemps arabe, enfin, ce qu'on appelle, en tout cas, ce qu'on appelait le printemps arabe, Mouammar Kadhafi tentait d'échapper à des bombardements de la coalition occidentale dans le secteur de Sirte. Acculé aux abois, il se réfugie dans une conduite d'égout, c'est ce qu'on nous a dit, il fait croire, dans un tunnel de drainage. C'est là qu'il sera débusqué par des rebelles arrêtés, puis lynché par la foule. Il sera ensuite exécuté d'une balle dans la tête. C'est ainsi qu'est relaté, en tout cas, la mort du dirigeant libyen, même si les circonstances exactes restent toujours un peu floues. Quoi qu'il en soit, la disparition du colonel Kadhafi, puis d'annonce de quelques jours plus tard de la libération du pays après des mois de soulèvement, ouvrait une période d'espoir pour la Libye. 5 ans après, le constat est amer, le pays est tout sauf stabilisé. État des lieux, je propose d'écouter un état des lieux avec le chercheur Kader Abdelrahim, avec lequel d'ailleurs je ne partage pas tout. Je propose d'écouter, on en reparle.
5 ans après, le bilan est quand même assez catastrophique. On a un pays qui est en voie de désintégration. On a une société qui est totalement fragmentée entre milices rivales, clans, tribus, les rivalités des différents pays qui ont participé à la guerre, comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Égypte, l'Algérie, l'Arabie Saoudite. Tous ces pays ont trouvé en la Libye un terrain de jeu. Ajouter à cela l'implantation de l'État islamique dans une Libye qui est totalement aujourd'hui livrée aux milices et aux armes, qui n'arrange évidemment pas la situation. Et depuis quelques mois, malgré les tentatives des Nations Unies pour favoriser un gouvernement d'union nationale, malgré l'accord signé à Srerat en décembre dernier, ce gouvernement est aujourd'hui très menacé de toutes parts, à la fois par l'ancien gouvernement de Tobrouk, mais également menacé dans Tripoli, dans la capitale où il siège, par les rebelles de Fajr Libya. Alors, ce que je ne partage pas avec Kader Abdelrahim avant de vous donner la parole, c'est qu'il met dans le même plan, dans le même sac, j'ai envie de dire, les pays qui ont profité un peu de cette instabilité en Libye, l'Algérie, alors que c'est complètement faux. Je veux dire, l'Algérie a été parmi les pays qui n'ont jamais voulu participer à une quelconque intervention, à tel point que d'ailleurs, l'Algérie, vous le savez tous autour de cette table, n'a toujours refusé, ça fait partie d'ailleurs de sa constitution, de s'ingérer dans les affaires libyennes. Au contraire, je pense que ça a même été un obstacle pour l'Algérie, qui doit faire face à essayer de sécuriser ses frontières avec la Libye, mais aussi avec d'autres pays aux alentours. Donc l'Algérie a plus à s'inquiéter de ce qui s'est passé en Libye que d'en avoir profité. Amoubaka sur la Libye. Bon, je pense qu'il faut pas être naïf non plus, Christophe. L'Algérie a bien dû s'en mêler d'une manière ou d'une autre, parce que cette zone est une zone très sensible pour elle, et on a aussi le Sahel qui est autour. Donc je pense que Kader, dont je voulais faire mon coup de cœur aujourd'hui, a une vision de chercheur. Et je pense qu'il a quelques éléments qui lui permettent de dire qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, l'Algérie peut pas rester neutre dans cette situation-là. C'est un véritable drame. Oui, les mettre sur le même plan que la France, les Britanniques, oui, c'est un peu, voilà. Je pense que c'était, peut-être, ça mériterait d'être détaillé. Je sais pas où est-ce que vous avez trouvé le bout d'interview, mais justement, je voulais parler de ça en coup de cœur. Kader a écrit un livre tout à fait intéressant sur l'histoire de la création de l'État islamique, et je pense que c'est un chercheur qu'il faudrait recevoir à l'occasion. Je pense que je vais organiser une conférence autour de son livre dans les prochaines semaines. D'accord, tu nous en parleras plus précisément tout à l'heure. Non, mais je pense que la responsabilité de la France dans cette histoire-là est patente, et c'est, je crois, Mélenchon qui disait que Hollande serait peut-être passible du tribunal pénal international pour avoir fait des assassinats ciblés. Et je pense qu'il pourrait retrouver son prédécesseur Sarkozy, parce que la façon dont cette histoire a été conduite par le président Sarkozy, avec l'appui d'une bonne partie des hommes politiques français, est une façon absolument lamentable. Et si un jour il y a une enquête, à l'instar de l'enquête qui a été menée par le Parlement britannique, eh bien je pense que les responsables français auront des soucis à se faire. Leur responsabilité est absolument gravissime dans la situation de la Libye. La Libye ne s'en relèvera pas avant très longtemps, parce que force est de constater que Muammar Kadhafi, avec toutes les cautions que tous les bémols que je pourrais mettre sur sa personne, était quand même quelqu'un qui avait, que ça me plaise ou non, une capacité à fédérer les Libyens, qui pour l'instant n'est retrouvée par personne. Hakim, Christophe, sur la Libye. Donc sur la Libye, il y a tellement de choses à dire, mais moi je tiens plutôt à rendre très directement et clairement un hommage à un homme qui a consacré 40 ans de sa vie, donc Muammar al-Kadhafi, pour faire manifester sa volonté ultime de venir en aide et au secours du peuple. À travers donc son livre vert, il explique sa vision de la démocratie, que la démocratie ne peut pas aller sans la création de comités du peuple, il l'explique bien. Il a donné l'accès gratuit à la médecine, au logement, il a construit les infrastructures de son pays, il a hissé la Libye au rang d'une grande puissance africaine. Est précurseur et visionnaire,
au point qu'il a averti lors de différents sommets avec les pays de la Ligue arabe, que si les pays arabes la Ligue arabe ne se solidarisait pas et ne travaillait pas ensemble pour leur peuple, à son exemple à lui par exemple, eh bien les pays arabes iraient à la destruction. En gros, il a été tellement visionnaire, j'ai envie de dire de manière un peu ironique, mais avec beaucoup de respect, qu'il avait annoncé sa mort et sa destruction déjà à l'avance. Et puis même il y a un autre point aussi que j'ai relevé, c'est que quelque temps avant le lancement du massacre de la Libye, des Libyens et de Muammar Kadhafi, il avait évoqué le projet de la création d'une monnaie, le dinar or. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant tous. Vous avez entendu parler de ça, donc il voulait lancer une monnaie pour l'Afrique. Il appelait ça le dinar or. Et puis bon, après, nul n'est sans savoir que dès qu'on touche à la finance et qu'on remet en cause les intérêts économiques du gendarme du monde, on peut s'attendre à des représailles. Représailles qu'il avait déjà eu avec une tentative d'assassinat sous Reagan, qui avait tué sa fille adoptive. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur un homme qui a donné 40 ans de sa vie, finalement, pour le bien de son peuple, et qui, vers la fin de sa vie, parce qu'il était invité partout, mais par la fin de sa vie, il a été décrié comme une personne qui n'était pas fréquentable, ou bien comme tu as présenté Christophe au début, dans une grotte, était débusqué, chassé. Donc ça c'est une propagande. Moi je serais dire c'est une propagande tout simplement pour dénigrer la personne et l'œuvre de 40 ans de sa vie. Et je voudrais juste signaler qu'il y a un hommage qui est rendu le 20 octobre, donc c'est aujourd'hui à place de la Fontaine, à la Fontaine des Innocents, dans le quartier des Halles, pour rendre hommage au règne et à l'œuvre de Kadhafi. Monsieur Muammar Kadhafi. Oui, écoutez, moi je crois que c'est une guerre impérialiste, absolument scandaleuse, menée par un pseudo-philosophe conseiller du prince, et on ne met pas en place la démocratie par la guerre. Parce que si on y va à ce compte-là, alors à ce moment-là, il y a plein de choses qui ne vont pas dans plein de pays, et à ce moment-là, on ferait des guerres partout. Parce que de quel droit la France s'autorise à aller détruire un pays et mettre une pagaille énorme dont les conséquences terribles, avec notamment les naufragés de la Méditerranée, il faut le rappeler, les migrants notamment qui se noient aujourd'hui dans la Méditerranée, c'est aussi les conséquences de cette terrible guerre, c'est cette fragmentation de fait. Donc on a explosé la Libye. Il y a le risque terroriste aussi. Avec les risques terroristes, et en tout cas beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs assez sensés l'ont dit, ça n'a servi à rien, et si c'était simplement pour faire plaisir à un pseudo-philosophe dont je nommerai même pas le nom parce qu'il ne mérite pas, et donc conseiller du prince, donc c'est une guerre impérialiste, c'est une guerre où on veut soi-disant imposer la démocratie, ça ne marche pas. Et le résultat on l'a aujourd'hui. On va prendre l'avis, avant de prendre l'avis de Kadour. Vraiment votre avis sur Muammar Kadhafi, quelqu'un qui règne 40 ans sur son pays, quelqu'un qui n'a pas su faire en sorte qu'il y ait une relève après lui, quelqu'un qui avait des méthodes de fonctionnement tout à fait étranges, ne peut pas être salué comme une sorte d'immense chat. Non. C'est-à-dire vous saluez pas, enfin tu salues pas le roi du Maroc. Non, qu'est-ce que tu dis, non, je salue pas le roi du Maroc non plus. Pourquoi le temps est-il un problème pour la gestion d'un pays? Je considère que la façon dont le peuple libyen a été traité sous le règne de Kadhafi était pas conforme à moi l'idée que je me fais. Ah ben c'est pas mieux aujourd'hui. Les Palestiniens sont traités comment? Non mais ça c'est en fait le fait que X traite mal ne justifie pas que Y traite mal. Moi je suis là pour essayer de faire en sorte que dans les pays du monde, eh bien les peuples soient respectés et qu'on puisse les amener vers... C'est un dictateur ou pas? Oui, de mon point de vue, oui, ça l'était. Un dictateur qui donne l'accès gratuit au logement, aux soins, qui fait les comités du peuple pour plus de démocratie. Il y avait beaucoup d'esclaves africains d'Afrique subsaharienne qui vivaient en Libye. D'esclaves? Ils n'avaient pas les mêmes droits. Esclaves? Bien sûr. Je pense que excusez-moi, la question n'est pas de juger cet homme dans ce qu'il fait. La question c'est est-ce que on peut s'autoriser à faire la guerre à un pays, à le détruire totalement? La réponse est non. Et au nom de la dite démocratie
mais ça me semble extrêmement choquant, scandaleux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et aujourd'hui, est-ce que la Libye va mieux qu'hier? Non, force est de constater que non. Non, et d'ailleurs, si on avait été logique, si on avait voulu agir de cette façon, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait aussi pour l'Égypte, pour la Tunisie? On les a laissés se débrouiller. Et pour Israël? C'est un autre sujet. C'est pas la même chose. Un autre sujet. Moi, si vous permettez, je vais, David, dire que, je propose une loi que la guerre soit interdite. Non, ça, c'est utopique, ça. C'est bien. Mais en fait, si vous voulez, moi, utopique, ça, mon ami. Ce que je pense, par contre, ce qui n'a pas été dit depuis le début de l'émission, c'est que les motivations de la France dans cette affaire libyenne ne sont probablement pas humanitaire, le moins du monde. Il semble... on a le résultat aujourd'hui, c'est le cas. Il semble que la relation entre le président Sarkozy et le colonel Kadhafi était une relation suffisamment proche et suffisamment dangereuse pour le président Sarkozy pour qu'à un moment donné, la question de l'élimination de Kadhafi se pose. Voilà, je le dis de manière... C'est pas l'élimination de Kadhafi, c'est l'élimination d'un pays. C'est la destruction d'un pays. Bon, ça je pense que pour Sarkozy, c'était un dégât collatéral. Oui, on se souvient des millions, des millions on n'a pas de preuves. Mais la guerre, c'est toujours comme ça, les amis. Mais il me semble que là, j'aimerais bien qu'on nous explicite un petit peu l'implicite dans cette histoire. Alors on va faire une petite place à Cadour qui nous appelle de Reims, qui est parti. Voyez. Avant de retrouver les avis tranchés, vos appels au 08 92 23 99 50. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. C'est Monji. Monji de Marseille, bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir à Mou, bonsoir à tous les invités. Bonsoir Monji. Personne je connais pas. Du moins, je suis un peu effaré d'entendre. Paix à son âme, on n'est pas là pour juger une personne. Mais comment peut-on parler d'un grand homme du livre vert? Est-ce que vous avez lu le livre vert, monsieur? À qui vous posez la question? Non, moi j'ai pas lu le livre vert en entier. D'accord. J'ai simplement lu une présentation et je m'interrogeais sur le fait de comment on peut condamner quelqu'un qu'on a massacré et donc massacrer son peuple aujourd'hui dans le chaos. Donc c'était le sujet de lui qui a commencé par massacrer son peuple en le laissant un peu sur le bord de la route. Et si vous considérez qu'on a la dignité humaine, c'est d'avoir des soins, parce que vous savez, les Libyens ils sont 3 millions avec toutes les réserves du pétrole. Il a raison à Mou. Il y a des esclaves en Libye. Il y a des esclaves en Mauritanie. Faut pas croire que les esclaves... Il y en a en Arabie Saoudite aussi, des esclaves. Il y a des marchés d'esclaves en Libye. Moi, je suis algérien, de l'est de l'Algérie, pas très loin de la frontière libyenne, et je savais ce qui se passait en Libye. Le peuple libyen n'a jamais été maître. Vous parlez des comités populaires, c'est au bon vouloir de Kadhafi. J'ai pas envie de parler des morts parce que le prophète Hassan me dit parler de vos morts par leur bien, mais on est obligé de parler de la situation. Est-ce qu'il a assuré une relève? Exactement pareil pour l'Algérie. Je veux dire, il y a un mouvement de destruction des dépossessions des peuples à travers le monde, et on voit ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest, et on va voir que les grandes puissances vont intervenir, et exactement il y a un processus qui se met en Afrique de l'Ouest, un peu comme le processus du printemps arabe, et on va voir que les grandes puissances vont pas laisser se laisser déposséder de leurs morceaux de graves, mais je sais pas, donc certainement d'où vous vivez, quoi. Donc l'assassinat de Kadhafi, c'est une bonne chose pour les Libyens aujourd'hui, après 5 ans. Mais non, c'est pas une bonne chose. Mais regardez pas l'histoire sur 4 ans. Est-ce que 40 ans du pouvoir de Kadhafi, de la famille, et qui remet son fils, c'est quoi ce pouvoir-là qui se transmet de père en fils, sachant que la société libyenne c'est très mal. C'est-à-dire il n'y a pas de structure de société comme c'est-à-dire c'est des tribus, c'est des conseils de tribus qu'on s'arrange avec le chef de la tribu, et après tout le reste il suit. Il faut connaître la sociologie de la Libye. Il faut pas parler comme ça. Vous savez, avec la mentalité occidentale, on est des occidentaux. Faut arrêter les conneries. Malgré moi, j'ai vécu 21 ans en Algérie. J'ai maintenant 23 ans que je suis en France, mais j'ai commencé à avoir une mentalité occidentale. Il faut qu'on réfléchisse par rapport à la sociologie de la société. Donc il fallait aller en Libye pour tuer Kadhafi et massacrer.
C'est ça qu'il fallait faire en fait. Par rapport à votre mentalité occidentalisée aujourd'hui. Vous connaissez Ibn Khaldoun, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Khaldoun, il a dit ça. Il a dit les despotes attirent les prédateurs, soit par l'affaiblissement de l'appareil de l'État qu'elle devient facile, soit par la protection de leur pouvoir. On a les deux cas dans le monde arabe. Il faut ouvrir les yeux quand même. Donc c'est mieux sans Kadhafi en fait. Vous avez vécu déjà ce deuxième régime, c'est un parti unique. Donc la Libye la Libye selon vous se porte mieux sans Kadhafi. Est-ce que vous avez vécu vous répondez à une question par une question. Donc pose la question. Bon, merci Manji, Manji. Mais quand même force est de constater, moi je vous entends. Non, mais attendez, moi j'entends tout ce qui se dit. Je veux dire, Kadhafi, pour moi, je suis un peu d'accord avec Amou. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a quand même été, moi je dirais pas jusqu'à dictateur, mais peut-être totalitaire. C'est vrai que les Libyens avaient quand même pas mal de choses. Une partie du terrorisme international. Bon, c'est oui, mais il a arrosé quand même une partie de l'Afrique. Il y avait quand même une certaine stabilité en Libye, comme en Irak, il y avait une stabilité aussi sous Saddam Hussein. D'accord, mais voilà. Le peuple ne se déchirait pas entre eux. Il faut voir le résultat aujourd'hui pour la stabilité. Mais si tu regardes pas ce qui se passe en dessous, si ça bouillonne en dessous et que derrière, en fait, on n'a rien fait pour élever le niveau de vie général, le niveau de connaissance générale, on n'a pas créé les conditions d'un futur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Libye? C'est que effectivement, ce sont les tribus qui sont livrées à elles-mêmes. On n'a pas du tout réussi à faire un modèle d'un peuple libyen unifié, et en fait tout le monde est en train d'accuser les hantises tribales, et le fameux peuple unifié par Kadhafi est en train de se briser comme un château de sable. Allez, on va passer aux avis tranchés, on est très en retard. Je vais laisser la parole pour le premier avis tranché à notre ami Hakim Rahal qui souhaite nous parler de quoi? Alors mon avis tranché, brièvement, c'est une réflexion toujours sur l'explication de l'origine de l'islamophobie que nous vivons aujourd'hui, donc citoyens français de confession musulmane en France, en prenant l'exemple de l'Algérie. Donc en m'intéressant un petit peu au cas de l'Algérie française, je suis tombé sur des articles qui m'ont complètement abasourdi. Je suis tombé des nues. Donc voilà, on me parlait d'une guerre d'Algérie en 1954-1962, or que c'est faux, elle a commencé en 1830 finalement. Donc je tombe sur des chiffres tels que des phrases comme génocide du peuple algérien, une population en 1830 qui était comptée à entre 4 et 5 millions d'Algériens, qui en 1858 tombe à 3 millions, en 1870 retombe à 2 millions 100 et remonte en 1890 à 3 millions. Donc où sont passés les 2 millions, où sont passés les 1 million? Donc on a affaire à un véritable génocide. Donc je me suis dit, tiens, la France elle a pu faire ça, c'est incroyable quand même. Et donc en cherchant, donc je tombe sur des articles, notamment un historien, donc Monsieur Girard, il m'a intéressé, donc Youssouf Girard, qui montre bien dans ses petites analyses les positions des différents acteurs, c'est-à-dire de l'époque, on est au fin du 19e siècle, des différents acteurs militaires. Pour parler d'un militaire, par exemple, c'était Général Bugeaud qui disait en substance que la seule manière de faire, on est en 1842, c'est la guerre. Donc la seule manière de faire avec ce peuple extraordinaire qui sont ces arabo-berbères musulmans, c'est de les exterminer tous. Donc ça c'est un exemple de comment la société française ou l'intelligence militaire française a traité l'Algérie. Mais aussi, il n'y a pas que chez les militaires, il y avait également les penseurs libéraux comme les penseurs révolutionnaires. Donc on a Tocqueville, on a Victor Hugo qui rejoignait cette pensée et qui montrait l'enthousiasme quasi unanime que suscitaient les conquêtes coloniales au sein des opinions publiques européennes en général et la population française en particulier. Les crimes les plus horribles étaient acceptés, voire soutenus et justifiés, car les colonisés n'étaient pas considérés comme des êtres humains à part entière, mais comme une sous-humanité entièrement à part. Au mieux, cette sous-humanité devait être civilisée, pour avoir l'honneur d'être hissée dans un futur improbable au niveau de l'humanité occidentale. Pour les colonisés, l'inhumanité était érigée en règle par les Européens qui divisaient les hommes en deux catégories.
les occidentaux humains et les autres infra-humains. Donc, quand on voit un petit peu et on analyse, on prend connaissance de ce qui s'est passé avant, on peut que se dire que l'islamophobie aujourd'hui, en fait, c'est pas nouveau, ça a existé. Les racismes et la ségrégation raciale qui existait pendant le début des périodes coloniales, aujourd'hui, elle a pu structurer quelque part l'islamophobie et tous les discours à travers tous les politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, le discours l'islamophobe, il est distillé. Alors là, sans aucune couleur politique. Hein. Donc, forcément, et qu'on connaisse l'histoire, ou qu'on l'ait connue, qu'on l'ignore, ou bien qu'on ne la connaisse pas, hein, qu'on l'ignore, eh bien, je ne sais pas, chers auditeurs, chers chroniqueurs d'aujourd'hui, si vous êtes d'accord pour dire que l'islamophobie aujourd'hui s'est structurée dans la colonisation d'hier. Abou Bouakaz. Alors, je suis d'accord, mais à quelques nuances près. Par exemple, on peut pas dire que Tocqueville était pro-colonial. Tocqueville était un des premiers à s'élever contre la colonisation au nom du libéralisme. Je peux citer Tocqueville si tu souhaites. Ça Alexis de Tocqueville écrivait en 1841 « J'ai souvent entendu en France des hommes que je respecte, mais que je n'approuve pas. Trouver mauvais qu'on brûlât les moissons, qu'on vidât les sillons, et enfin qu'on séparât les hommes sans armes des femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses. Nécessité fâcheuse, dit Tocqueville, mais auquel tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre. Vous vous rendez compte ? Et ensuite il continue, il dit « Je crois que le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays et que nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l'époque de la récolte, soit dans tous les temps en faisant de des incursions rapides qu'on nomme razzia et qui ont pour objet de s'emparer des hommes ou des troupeaux. » C'est Tocqueville qui parle. Oui, mais bon, si tu veux, là il parle à son époque du droit de la guerre. Il n'est pas islamophobe. Oui, je parle de l'origine de l'islamophobie d'aujourd'hui. Il dit si vous voulez faire la guerre à ces gens-là, voilà comment il faut faire. C'est pas très malin, mais en fait, il s'est rattrapé dans des articles ultérieurs et c'est un des premiers à avoir été plutôt enclin à décoloniser l'Algérie. Il y a d'ailleurs d'autres gens, hein, Clémenceau, Jaurès, Hugo n'a pas toujours été colonialiste. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont évolué. Mais sur le fond, il y a quelque chose que j'approuve dans ce que vous dites, c'est que il y a un mythe aujourd'hui. Le mythe, c'est de dire mais on peut pas traiter les musulmans comme on traite les catholiques ou les juifs parce que l'islam est arrivé plus récemment en France. Ça, c'est de la mythologie. C'est-à-dire qu'effectivement, le rapport de la France avec l'islam est au plus tard, 1830, mais probablement même plusieurs centaines d'années avant. C'est-à-dire qu'en France, il y a toujours eu un va-et-vient. Depuis François Ier, c'est la France qui a fait le premier accord avec un pays musulman, à savoir Soleiman le Magnifique. Puisqu'en fait, Soleiman le Magnifique a aidé François Ier dans sa guerre contre Charles Quint. Donc, et c'est la France qui a donné les premiers cours d'arabe au Collège de France dès sa création dans les années 1500. Et puis après, la France a eu un rapport belliciste avec les musulmans parce que elle a les mots qui étaient utilisés dès lors, c'était extermination. Hein. Absolument. C'est le maréchal qui parle. Hein. Mais parce que j'ai pas cité la Vigerie, j'ai pas cité Cavagnac, j'ai pas cité parce qu'il n'y a pas le temps. Non, mais parce que lui, effectivement, voir les phrases sur lesquelles on tombe. Il est dans une approche. Il disait même que le peuple algérien est en voie d'extinction. Ah, absolument, oui. Donc en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit les Algériens d'aujourd'hui sont des rescapés finalement. Mais, absolument, ils sont nombreux alors. Il faut lire le cours Grand Maison, il faut lire. Il y a des gens qui ont fait des travaux tout à fait documentés, et effectivement, la campagne de colonisation a été une campagne quasiment génocidaire. Et encore ça, c'était au 19e et 20e siècle, mais aujourd'hui, en 2005, donc la loi du 23 février 2005, elle disait, portant sur la reconnaissance de la nation et la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Donc, il n'y a toujours pas de reconnaissance du génocide algérien. Il y a plutôt, dans les manuels scolaires aujourd'hui, on va mettre en avant le rôle positif et civilisateur entre guillemets et entre parenthèses et je remets encore des guillemets du massacre des Algériens finalement. Bon, et dans un instant l'avis tranché d'Amou et puis on prendra une petite réaction de M. Kaki qui a certainement un petit truc à nous dire là-dessus sur l'avis tranché de Hakim Alal. Dans un instant, juste après la pause, à tout de suite, à suivre aussi les coups de cœur et on parlera de Donald Trump alors qui écoutez, c'est un peu ridiculisé quand même sur le coup hier hein, lors du débat. Je sais pas si vous avez regardé mais bon. Pas du tout. J'ai vu les extraits, ouais. Je vous en parle dans un instant. Hakim Alal qui est avec nous, chef d'entreprise. On est là. On parlait d'ailleurs de ce que tu fais un petit peu. C'est bien, Hakim.
Ouais, des compléments alimentaires pour soigner la santé de manière naturelle et prévenir des cas des maladies, parce que notre nourriture aujourd'hui, elle est très carencée en principe actif, en nutriments essentiels. Exact, voilà. Amou Bouakas qui est avec nous aussi, et Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Notre invité a un peu de retard, il est là, on l'accueille. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Un peu de retard, oui, je disais, même beaucoup de retard. Alors, est-ce qu'il sera bien présent pour le 28 octobre, monsieur Nounours? Oui, Christophe, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, comment ça va? Salam Nounours. Salam alaikum la famille, ça va bien? Fais-nous rire Nounours, on a besoin de rire. Bah écoute, ça tombe bien que tu parles de nutrition, parce qu'en ce moment, rien ne va plus chez moi. Bah qu'est-ce écoute, qui se passe? Oui, il faut dire à un mot qui voit pas, hein, que Nounours c'est, comment dirais-je, il porte bien son nom? Voilà. Ah d'accord. Ah, il est gros, Nounours, il est gros. Bah moi il est encore temps de changer de nom, on peut faire un régime à Nounours? Bah écoute, Nounours, il est un peu comme... on peut l'appeler Ourson? Nounours, pour parler de cette soirée à laquelle tu participes, une soirée humoristique qui aura lieu ce vendredi 28 octobre à l'espace Chevreuil à Nanterre pour la réalisation du projet de l'école à Montpellier, l'école Amana, le projet Amana. Et c'est une soirée humoristique avec plein d'artistes, aussi une Power que nous avions hier, également Bayou Sagatombo qui seront de la partie. Et toi donc tu as décidé, alors pourquoi avoir décidé de participer à une soirée pour soutenir un projet d'école? Parce qu'il y a à manger dans les loges. D'accord. Mais encore, Nounours. Non, bah tu sais très bien Christophe, tu connais ma ferme conviction de toujours soutenir les bonnes causes. Et là, en l'occurrence, pour moi, il me semble que c'est une très très bonne cause, donc on le fait et on n'y réfléchit pas, quoi. On le fait parce que c'est pour un projet concret qui m'a l'air très concret, et en plus de ça, les gens qui l'organisent, bah je me suis un peu renseigné sur eux, donc ça m'a l'air des gens qui sont quand même assez qui sont très qui sont un petit peu, on va dire, pas spécialisés dans ce domaine, mais qui ont quand même le cœur sur la main, et ce projet leur tient à cœur. Donc si nous, d'une manière artistique, on peut partager et leur donner la force de cette manière, bah c'est avec plaisir que je le fais. Et donc ça sera le 28 octobre. D'ailleurs ce soir-là, il y aura une normale à gagner grâce aux partenaires de cette soirée, et vous pouvez réserver. Le prix de l'entrée de 19 €. Et il y a des invitations à gagner 2 par jour en envoyant votre SMS, mais également le numéro de téléphone pour les réservations 06 17 07 40 20 06 17 07 40 20. Il n'y a pas de place à Phuket aussi à gagner? Non, non plus. Pas pour l'instant en tout cas. Nounours, dis-moi un petit mot sur ton actualité là. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bah écoute, en ce moment on prépare la reprise du spectacle sur Paris, Inch'Allah, on est en tournée. Et la semaine dernière on était au Gala Kyria Chiriti. Ouais. Magnifique. Ouais, il y avait du monde. C'était juste magnifique. Ouais, bah c'était full, ils ont affiché full. Et sinon toujours les vidéos, là on est en train de préparer pas mal de petites vidéos, on revient avec de nouveaux petits projets, Inch'Allah aussi le projet de la Gova, avec Younes et Redouane, qu'on est en train de travailler et mettre en place. Et toujours les dates, on cavale les dates à droite à gauche. Et puis voilà quoi, toujours le même Nounours, hein. Sinon tu peux me croiser dans n'importe quel kebab sur Paris. Bon bah très bien, et toujours avec frites mayonnaise hein? Non, mayonnaise, j'ai arrêté mayonnaise, je les prends qu'avec mes Doliprane. Là, le niveau sandwich. Ok, écoute Nounours. Fais attention à ma ligne, Christophe. Et toi, ça va? C'est quoi ton actualité? Bah ça va, on est toujours là, nous 16h 18h30, le grand forum toujours, avec une équipe qui s'enrichit mon ami. Machallah. Et Sabrina est là? Sabrina, on peut lui faire un bisou? Non, elle est pas là aujourd'hui, elle était là hier. Ah, elle est pas là? Non. D'accord. Voilà. Il y a des vieux mecs à barbe là. Et voilà, il y a que des vieux mecs à barbe. Enfin, non pas pour moi, mais pour vous oui. Mon cher Nounours, en tout cas le 28 octobre, rendez-vous donc à Nanterre, à l'espace Chevreuil. N'hésitez pas à y aller, on va se marrer au cours de la soirée. On va bien se marrer et venez donner la force. Franchement, magnifique. Voilà, parce qu'il y a peu de personnes qui pensent à ce genre de choses, et venez nous donner la force, Inch'Allah. Merci Nounours, à très vite. Merci Nounours. Au plaisir de t'en voir. Merci Christophe, au plaisir, Inch'Allah. Ciao, à bientôt. Alors, va falloir qu'on fasse vite les gars, parce qu'on a un timing super serré. Alors on va écouter Mohamed, je suis désolé, hein, je te laisserai la parole après. L'avis tranché de notre ami Amou qui veut nous parler de la colère des policiers en ce moment. Oui, je veux vous parler d'un climat que je considère comme pré-insurrectionnel qui est en train de se créer dans ce pays, et je voudrais essayer d'analyser avec vous à qui cela peut bien profiter. Des policiers ont été blessés dans des conditions ignominieuses par des individus cagoulés que nul n'a su identifier.
il semble que ce soit la goutte qui ait fait déborder le vase et qui ait incité la police à violer la loi, puisque les policiers ont initié un certain nombre de rassemblements publics et ont lancé un défi à leur autorité de tutelle. À qui cela profite-t-il? En première instance, ça profite au Front National, puisqu'il semblerait que le Front National a une bonne base électorale dans la police. Ça profite à tous ceux qui considèrent que ce pays n'est plus géré et n'est plus contrôlé, donc à la frange la plus extrémiste de la droite, qui est incarnée par Nicolas Sarkozy. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas la dernière solution pour crédibiliser une candidature de François Hollande à laquelle je ne crois pas? Imaginez François Hollande, au fond du trou, s'étant suicidé politiquement par un livre dont l'effet de souffle n'est pas encore terminé, dont aucun discours n'imprime, qui a été humilié par Vladimir Poutine, au point que plus aucun Français ne pense que la France est encore un pays qui pèse sur le plan international, qui n'a plus pour se raccrocher que le fait que la France est devenue le second marchand d'armes, qui n'imprime décidément plus, ni à la télévision, ni en public, ni même, semble-t-il, dans ses équipes, puisque l'ensemble de ses collaborateurs le quittent progressivement. Quelle est la dernière des solutions qui s'offre à lui? C'est moi ou le chaos. Et quoi de plus intéressant pour faire émerger cette solution, moi ou le chaos, que de faciliter l'émergence du chaos en espérant le contrôler? Je ne lui donne qu'un seul conseil. Depuis 5 ans, il a essayé de faire émerger beaucoup de choses en espérant les contrôler. Il n'en a contrôlé aucune. De grâce, François Hollande, si vous avez quelques responsabilités dans ce qui arrive, renoncez au chaos, car la France a malheureusement, et c'est un fait, déjà renoncé à vous. Ne préparez pas une situation qui faciliterait l'arrivée de Marine Le Pen ou de Nicolas Sarkozy au pouvoir. La France ne peut pas se le permettre. Hakim, est-ce que tu partages l'analyse, ma foi, très intéressante de Hamou? Je le remercie déjà, c'est très intéressant de nous emmener dans cette réflexion. Et puis pour continuer, moi je suis plutôt, on va dire, d'avis qu'au deuxième tour de la future élection présidentielle, on est, bon c'est mon avis, Juppé en face de Marine Le Pen. Moi je vois les choses comme ça. Pour moi, il y a on dirait on assiste à la fin du Parti socialiste qu'avait créé François Mitterrand. Et voilà, peut-être que Mélenchon, il va prendre un peu plus de. D'ailleurs, d'après les sondages, il prend plus de part dans on va dire l'appréciation des gens de gauche. Mais on dirait que le Parti socialiste, il reste plus rien. Il faut qu'il le reconstruise. Donc, je ne sais pas s'ils en sont capables de faire quelque chose de nouveau avec. Donc, élection présidentielle 2017. Deuxième tour, moi je vois bien Juppé, Marine Le Pen. Et moi, comme tout le monde voit ça, et que ça se passe jamais comme on le voit, je pense que c'est probable, mais je serais pas étonné qu'il y ait. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà. Et je voudrais pas que la surprise soit de mauvais goût. La promotion de Sarkozy et Sarkozy-Le Pen au deuxième tour, parce que Hollande n'aura pas pu crédibiliser ce fameux moi ou le chaos. Parce qu'il y a 2 personnes qui vivent de ça aujourd'hui, à gauche. C'est François Hollande, d'un côté, j'en ai fait, je crois, la démonstration, et Manuel Valls, qui depuis 2012 dit aux Français, vous avez peur, réfugiez-vous au commissariat, le commissaire c'est moi. Et je pense que ces 2 approches-là de gauche sont extrêmement dangereuses, parce que pas maîtrisées. Alors Mohamed Kaki, président des Oranges avec nous aujourd'hui, peut-être réagir sur ce qu'a dit Hamou et peut-être aussi tout à l'heure Hakim. Moi, je crois que la vraie question a été posée à qui profite le crime, d'une part, et d'autre part,
ce qui est vraiment inquiétant, c'est l'ambiance anxiogène que cela génère d'une manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un climat de peur et au fond, on voit qu'on a donné les clés du camion, on est en train de donner les clés du camion à la droite et à l'extrême droite, et ça, c'est très inquiétant dans le sens où il y a un langage commun qui est en train de monter un peu partout. Et moi, je trouve ça inquiétant. Au fond, la question de la destruction totale du Parti socialiste, elle est clairement annoncée par les propres auteurs. Je pense que là, il y a une reconfiguration politique qui est en train de se structurer au sein même de ceux qui ont les clés du camion en ce moment. Et la question, qu'est-ce qu'ils veulent après, qu'est-ce qu'ils veulent construire, parce que effectivement, la décrédibilisation de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui a un impact sur la gauche de manière générale. Disons les choses clairement. Et je trouve ça inquiétant. La question, c'est aujourd'hui, c'est quel est notre pouvoir d'agir. Je crois qu'on va en discuter tout de suite. Et j'ai quelque chose à vous dire. Ouais. En tout cas, on sera évidemment amené à en reparler. Mais pour ce qu'a dit Hakim tout à l'heure, sur le rapport entre l'islamophobie d'aujourd'hui et le colonialisme d'hier. Oui, alors... Peut-il expliquer sur le rapport entre... J'ai quand même cité des citations de militaires français, absolument, notamment Bugeaud qui disait la seule manière pour conquérir cette terre avec ce peuple extraordinaire, c'est de l'exterminer tous. Il y a le mot extraordinaire quand même. Oui, justement, ça mériterait un autre avis tranché une autre fois. Et voilà, donc, et les autres penseurs, philosophes, qu'ils soient révolutionnaires ou néolibéraux, ou libéraux, qui voyaient en ce peuple indigène des sous-hommes. Je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, je renvoie aussi aux travaux de Olivier Lecourt-Grandmaison, avec lequel je mène un travail important sur la connaissance historique de cette violente histoire coloniale. Et effectivement, les gens dits des Lumières n'ont pas dit que des Lumières. Oui. Ils ont dit des choses extraordinairement destructrices. Et ça, il faut le savoir, il faut le dire, que ce soit celui que vous avez cité tout à l'heure et plein d'autres, mais de manière plus contemporaine. C'est-à-dire, je vais vous citer une date très précise sur la question de l'ethnicisation des rapports sociaux, voire de la culturalisation des rapports sociaux, voire même de début de l'islamophobie pour moi contemporaine. Eh bien, savez-vous que le 27 février 1983, précisément dans les colonnes du Monde, journal dit de référence, eh bien, que s'est-il dit dans ce journal-là et qui a écrit quoi? Il y a cette phrase-là terrible d'un homme que je vais citer bientôt, qui a dit « Ces gens-là n'ont rien à voir avec les réalités sociales françaises, ce sont des gens qui sont manipulés par l'islamisme international. » Qui a dit ça? Eh bien, cette phrase-là se situe dans un contexte de grève générale des travailleurs maghrébins à l'époque à Billancourt et à Poissy. Et ce sont des grèves classiques sous la houlette de la CGT pour revendiquer simplement la dignité. La dignité, c'était au centre mot, c'était l'augmentation des salaires, des conditions. Simplement, ce qu'on voyait à la télévision à l'époque, ce n'était pas des Gérard ou des Roger habituels. Non, c'était effectivement des Farid, des Mustapha, et ça n'a pas plu. Et donc, le Premier ministre de la France à l'époque, Pierre Mauroy, a déclaré cette phrase que je viens de vous citer: ces gens-là n'ont rien à voir avec les réalités sociales françaises. J'avais bon. Voilà, ce sont des gens qui sont manipulés par l'islamisme international. Voilà comment on fait la culturalisation. On passe de la question sociale à la question ethnique, à la question culturelle. Et pour moi, l'islamophobie dont vous parlez, eh bien, quand un homme politique de cette envergure-là commence à ouvrir la porte, et eh bien, aujourd'hui, c'est un cadeau qu'on a fait à tous les autres après, évidemment, et qu'on s'étonne pas. Donc la gauche a une responsabilité importante dans l'histoire de la stigmatisation des travailleurs maghrébins et aujourd'hui de leurs descendants, ce que j'appelle les Français héritiers de l'immigration coloniale. Tout ça n'est pas venu important, et la connaissance de l'histoire à la fois lointaine de la colonisation et la connaissance contemporaine de l'histoire des rapports sociaux est éminemment importante pour comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Et demain. Bon. Il faut être juste, c'est pas toute la gauche. Il y a eu quand même heureusement des gens à gauche qui ont sauvé son honneur. Oui.
il y a des gens qui, dans leur action politique, ont essayé d'avoir une autre approche. Heureusement. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, le Parti socialiste est un parti, et je l'ai écrit dans mon bouquin, donc j'ai aucun problème avec ça, est un parti qui a une très très grande un très très grand tropisme colonialiste, c'est-à-dire qu'on est toujours au parti de Guy Mollet et de Marius Moutet, et que quiconque a été au PS sait que c'est un tropisme qui est tout à fait quotidien, permanent, et qui doit être déchiffré par quiconque veut essayer de s'y implanter. Le père du Parti Socialiste, François Mitterrand, était ministre au temps de la colonisation de l'Algérie. Oui, et beaucoup d'autres. Mais par exemple, Michel Rocard a toujours été un anticolonialiste durant toute sa carrière. 17h44 sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous dans le Grand Forum. C'est parti pour le coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Allez, on enchaîne si vous voulez bien avec les coups de cœur. Alors le coup de cœur allez, on va commencer par Amou maintenant. Tout à l'heure on a commencé par Hakim, donc Amou pour ton coup de cœur. Alors on est un peu en télépathie, mon cher Christophe, puisque tu as interviewé Kader Abdelrahim, où tu as passé une phrase de lui. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle l'histoire de Daesh, et qui est un livre très bien documenté et tout à fait intéressant sur de quoi Daesh est-il le nom, comment est-ce qu'il s'est construit, quelles sont ses inféodations officielles et officieuses, et ce livre met bien en évidence que Daesh n'est pas une construction ex nihilo, et qu'il résulte de calculs divers et variés de beaucoup de puissances, et que la mort de Daesh ne sera pas la fin du terrorisme sous cette forme-là. Et donc je vous incite tous à lire ce livre de Kader Abderrahim. J'essaierai de trouver l'éditeur pour le mettre sur le site. Le livre s'appelle l'histoire de Daesh. L'histoire de Daesh, très bien. Merci beaucoup Amou pour le petit conseil de lecture, d'autant plus que c'est les vacances. Hein, on peut peut-être en profiter. Je peux pas simplement faire de la pub pour mon livre à chaque émission. Ouais, bien sûr, évidemment. Akemar. Alors mon coup de cœur d'aujourd'hui sont donc comme d'habitude faire le lien entre mon avis tranché qui était d'aujourd'hui, qui était expliquer l'islamophobie d'aujourd'hui en connaissant et en prenant acte de le passé colonial français. Je fais un parallèle directement et hop, on arrive en 2017. Mon coup de cœur il est là, il est en chair et en os. C'est Monsieur Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges, qui a pour slogan exister, c'est exister politiquement. Je lui laisse la parole. Merci pour votre invitation. Écoutez, son coup de cœur sous le bras. La prochaine fois, je fais pareil. Moi, je vais vous dire. Faites. Sauf que c'est le couscous de ma mère. Tu vois, je peux pas en ramener pour tout le monde. Ah bah si. Excuse-moi, Mohamed. Je t'en prie. Je t'en prie. Déconner, tu vois un peu. Très bien, mais j'adore l'humour. Écoutez, moi d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est, je pense qu'il faut se projeter dans la construction. Dans la construction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'association Les Oranges mène une campagne importante sur l'inscription sur les listes électorales d'une part, et d'autre part ce qu'on dit c'est s'inscrire c'est bien, voter c'est mieux. Donc on baisse pas les bras, on a pris en place un slogan aussi qui est 2017 faut-il voter. Donc on organise tout un tas de conférences, débats dans les quartiers populaires partout, et notamment le 1er décembre à Nanterre avec plusieurs personnalités. Et donc ça va être un moment fort et important pour justement donner les clés, les outils par le débat démocratique à tous les citoyens qui le souhaitent. Se valoriser en fait. Se valoriser, s'alenter. Pourquoi ? Merci c'est parce que je considère que tout ce dont on vient de parler là tout à l'heure, il y a une chose dont on n'a pas évoqué et qui pour moi est mon hypothèse, l'hypothèse centrale, c'est la notion de valeur. C'est quoi ? C'est parce que la violence de l'histoire coloniale et sa reproduction aujourd'hui d'une certaine manière, c'est-à-dire la permanence des schémas de représentation d'une violence inouïe, c'est-à-dire que lorsqu'on considère qu'un être humain n'a pas de valeur, alors on décide qu'il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, alors on est ce qu'on appelle dans la toute-puissance et on peut le détruire. C'est toute l'histoire coloniale s'est construite sur l'idée que les indigènes n'ont pas de valeur. Puisqu'ils n'ont pas de valeur, alors on peut les détruire à bon compte. Aujourd'hui, nous, les Français héritiers de l'immigration coloniale,
je considère, et c'est tout le travail qu'on essaye de faire de déconstruction, c'est que bien sûr que on nous assassine pas à tous les coins de rue, et heureusement, bien que dans les années 80 il y a eu des assassinats très très importants, notamment malheureusement il faut le dire, tout à l'heure autant on condamne les agressions contre les policiers, mais autant dans les années 80 c'était les policiers qui assassinaient des jeunes Français héritiers de l'immigration. On peut rappeler Mamadou Traoré, ça te rappelle quelque chose ou pas? Adama Traoré, et puis évidemment récemment encore, mort dans un commissariat. Par rapport à l'échelle, c'était important. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que c'est ça qui est important, c'est de bien réfléchir sur cette question de la valeur, et que si les dominants considèrent que nous n'avons pas de valeur, alors ils nous méprisent. Donc comment retourner les choses, comment faire que on ait de la valeur? Eh bien, d'abord en nous regroupant, d'abord en faisant des belles choses. Donc, par exemple, le théâtre. Nous, on a monté en place une pièce de théâtre qui s'appelle La Pomme et le Couteau sur l'histoire du 17 octobre 61. Elle a eu un effet très formidable avec les lycéens, notamment avec un tas de gens pour expliquer l'histoire. En gagnant la finale de la Coupe du Monde en 98, en mettant deux têtes. Bien sûr. Zinedine Zidane. Voilà, par le sport aussi. Il faut saluer. Il en a eu une en 2006, mais elle était autrement. Jamel Bourras, le judoka merveilleux qui a gagné Atlanta aussi la médaille d'or, faut lui voilà, et plein d'autres. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que nous avons là tous, là pour le coup, citoyens, artistes ou pas, champions ou pas. En 2017, il y a un enjeu extrêmement important, et nous allons faire valoir notre voix en disant que nous existons, comme disait Abdelmalek Sayad, exister c'est exister politiquement. Nous allons nous inscrire massivement avant le 31 décembre 2016. Inch'Allah. C'est important, sinon on peut pas voter. Et la deuxième chose, bien évidemment, venir nombreux à tous les débats qui sont organisés, les débats démocratiques, pour pouvoir se faire une idée, s'alimenter, se nourrir, pour dire eh bien, avoir un avis sur cette chose-là. Le 1er décembre, c'est un rendez-vous, Mohamed ? Le 1er décembre, bien évidemment, donc à Nanterre, à l'Agora, et on peut trouver tout ça dans www.lesoranges.com. Et nous avons un autre débat important qui est la plus, je dirais, c'est le 4 novembre, donc à Mitry-Mory, qui s'appelle Grand Paris, à qui profite-t-il, avec le sociologue Jean-Pierre Garnier. Donc ça aussi, par exemple, une des discriminations importantes aussi, c'est que la question de ne pas pouvoir continuer à habiter là où on a habité. Par exemple, je m'interrogeais avec des amis sur Nanterre, aujourd'hui le foncier a augmenté. Et aujourd'hui, savez-vous que il est difficile pour des citoyens qui sont nés quelque part, dans une ville toute proche, hein, alors je ne parle plus de Paris, parce que Paris c'est devenu un musée maintenant. Il va bientôt falloir payer une carte pour pouvoir venir à Paris, c'est même plus possible, on peut plus se loger à Paris, c'est même pas la peine. Là moi je parle de la petite ceinture ou la grande ceinture, et c'est incroyable, c'est un enjeu extrêmement important, un enjeu politique, et il va falloir, et là, tous ensemble, tous les citoyens, quels que soient français héritiers de l'immigration coloniale ou pas, je voudrais dire aussi une chose importante, que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'histoire coloniale, il faut pas oublier que ce n'est pas seulement l'histoire des Algériens, c'est l'histoire de France. Il faut le rappeler. Et les Français sont amputés d'une grande partie de leur histoire. Et ça, c'est profondément injuste. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut dire à monsieur le président de la République de reconnaître le 17 octobre 1961, de reconnaître les crimes de Sétif, Guelma et Kharata, ce qu'on appelle nous l'autre 8 mai 1945. Et je rappelle que tous les ans, nous serons devant l'hôtel de ville le 8 mai 45 pour justement commémorer l'autre 8 mai 45. Tous les ans, nous sommes à Paris. À Paris. Pardon. L'hôtel de ville de Paris. Ah oui, vous avez jamais vu. Oui. Non, si, parce que, puisque, il faut reconnaître que sur cette question-là, je le dis à chaque fois, alors je veux pas avoir l'air de radoter, mais Bertrand Delanoë a joué un rôle absolument décisif, puisque c'est le premier à avoir officiellement mis une plaque sur le pont Saint-Michel. Oui, mais il y a eu un recul cette année. Madame le maire cette année, Madame le maire n'est pas venue cette année. Elle n'est pas venue. Il y a eu la gerbe de fleurs quand même, mais elle n'est pas venue. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont à gerber en ce moment à l'hôtel de ville. Donc tout ça pour dire simplement que de toute façon,
pas conclure, hein, monsieur. De toute façon, ce que je veux simplement dire, c'est Ouais. que rien ne se donne, tout s'arrache par Ouais. la lutte. Et la lutte ensemble, tous ensemble, parce qu'on est tous des êtres humains et on a tous le droit de vivre. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir, je dirais. Donc, vous pouvez nous retrouver dans www.lesoranges.com et je vous remercie beaucoup. Et grâce à vous, on a échappé Merci, à François Mohamed. Hollande et plutôt à ce qu'il entend faire de Mossoul. On en parlera un petit peu plus tard dans un instant de J'aime ou j'aime pas. Il Mossoul, François Hollande, sans déconner. Tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le grand forum pour terminer cet entretien, ma foi, très sympathique. Hein. Là, franchement, c'est du lourd. Hein. Amou Bouakaz est avec nous ici, Hakim Ral et Mohamed Kaki, donc président de l'association Les Oranges. On va terminer par ce que j'appelle le j'aime ou j'aime pas ou le je m'en fous aussi. Alors, monsieur Mohamed Kaki, vous connaissez, je sais pas si vous connaissez cette rubrique de cette émission. Non. Bon, bah c'est un peu vous. Il va connaître. Est-ce que vous utilisez Facebook et Twitter? Un petit peu Facebook, mais Bon. pas du tout. Alors, vous avez le fil d'actualité. Et puis vous regardez, et vous cliquez sur j'aime ou j'aime pas. Voilà. Bah moi j'y rajoute je m'en fous. Alors donc je vous donne des petites informations, à vous de me dire rapidement quand même. Hein, si vous aimez pas, ou alors si vous en foutez. Tunisie. Le président tunisien a annoncé la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence, actif quand même depuis plus d'1 an. Hein. J'aime ou j'aime pas ou je m'en fous. Amou. Oh là là, bah si ça sert autant que l'état d'urgence en France, j'aime pas. Maintenant, en Tunisie, c'est vrai qu'ils sont confrontés à une situation compliquée, donc je suis solidaire en tout cas avec le annoncé Tunisien hier, et son président. Moi j'aime Christophe. Ça va dans le sens de la sécurisation de la population par rapport au péril daïchien. Mohamed. Bah, écoutez, tout ce qui peut sécuriser, moi j'aime beaucoup la Tunisie et tout ce qui peut aider à sécuriser nos frères tunisiens, je pense que c'est utile, mais maintenant avec parcimonie, tout en respectant les gens, parce qu'il faut pas en profiter pour faire de la répression. Karim Benzema répond au président François Hollande par rapport aux propos donc concernant les joueurs de foot dans son livre. J'ai été bien élevé par mes parents, lui a-t-il répondu. J'aime. J'aime aussi, j'aime beaucoup même, parce qu'on comprend que les sportifs, c'est pas que des jambes, c'est aussi des cerveaux, ils savent répondre. Excellente répartie, c'est d'abord nos parents qui nous donnent l'éducation, et l'éducation elle est formidable. Il faut le dire, il faut être fier de ses parents. Robert La question Ménard. c'est où est le cerveau des hommes politiques. Par contre, il y a des moments où on se demande. Ah oui, ça c'est clair. Robert Ménard, tiens, puisque vous parlez de ça. J'aime pas. Ouais. Non, pardon. Robert Ménard, maire de Béziers, alors, de nouveau fait parler de lui. Ouais, maire de Béziers sans espace. Hein. En organisant un référendum sur les migrants. Alors, sachez qu'il y a une bagarre, mais une bagarre vraiment violente, hein, qui a éclaté en conseil municipal entre pro et anti-migrants à Béziers. Hein. Bah j'aime pas moi, Ménard il croit que l'Algérie elle est française encore je crois, il est complètement à l'ouest le type. Non, mais, moi j'aime bien parce que finalement il y a un moment, et les gens ils vont en avoir tellement marre qu'ils vont le foutre dehors quoi. Parce qu'il y a un moment. En tout cas il est maire. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Il est maire, on a voté comme pour dirait lui. le brave Lafontaine. Et non seulement il est maire, mais je connais plein de gens qui habitent Béziers, parce qu'il m'arrive d'aller y travailler, qui disent que ça se passe plutôt mieux pour les habitants depuis qu'il est maire. Voilà le paradoxe. Je vous le livre, je n'ai pas d'avis, hein, mais je vous le livre tel que des Biterrois m'en ont parlé. Alors, je relativise ce que je dis, mais les choses sont souvent plus complexes qu'elles en ont l'air. C'est un type qui, je pense, fait de la communication et a une idée de la façon dont il faut parler pour être aimé par les Français tels qu'ils les sont, et moi je prétends qu'il se trompe. Bon, alors Mohamed, on aime, on n'aime pas? J'aime pas du tout cet homme, et Très d'autre part, ça nous amène à une question très importante, c'est-à-dire de nous méfier de la com, et il faut se rappeler que ce mec, il était quand même dans l'humanitaire. Il était dans l'humanitaire, et il nous faisait croire que c'était un homme qui était pour l'humanité, qui était pour la solidarité, la fraternité. Or, c'est un ultra réactionnaire, et donc, voyez comment on peut arnaquer les gens. Je rappelle aussi qu'il a travaillé un bon moment au Qatar. Ah bon? Petite indication. Allez, il m'en reste c'est pas une référence de progressisme là-bas. Non, mais enfin, si tu veux, les Arabes l'ont pas trop maltraité là-bas, je crois. Bon, allez, il me reste deux trucs. Migrant, il me semble. Race noire, c'est la bourde du ministère de la Justice sur l'alerte enlèvement qui est survenue mardi dernier, vous vous en souvenez. Dans l'alerte enlèvement, on a pu voir le terme race noire et ça fait polémique. J'aime pas ou. Moi je vois pas pourquoi ça ferait polémique, je sais pas. Pour lui problème. Non mais parce qu'il y a pas. Noir, on peut être blanc, on peut être les races n'existent pas, c'est tout. Comment ça n'existe pas? Le mot race est un mot qui est interdit. Pour les animaux on parle d'espèces, pour les humains on parle de race. Non, on parle pas de race. La notion de race a été abolie. Et dans la Constitution on parle plus de race. J'aime pas pour amour. J'aime pas, non. T'aimes pas aussi Hakim? Je sais pas, moi c'est une T'es perplexe. Ouais, c'est tout. Mohamed, écoutez, c'est scandaleux de l'aborder comme ça, parce que si c'était un blanc, est-ce qu'on aurait dit de race blanche? Bah non.
Non. D'autant plus que ça se voit sur la photo. Caucasien, quand non, mais ça se voit sur la photo. Voilà. Moi, je trouve que depuis l'anthropologue Lévi-Strauss, qui a quand même amené la notion du fait que les races n'existent pas, je crois que le débat est clos depuis très longtemps. Absolument. Bon, alors terminons avec cette petite info. Bombardement de l'Algérie, ça se passe dans une série hollywoodienne américaine. Ça va pas, non? C'est quoi cette histoire là? Attendez, l'ambassade des États-Unis à Alger a tenu à rassurer les Algériens parce que c'est quand même fait une polémique là-bas. Il ne s'agit que d'une série. J'aime pas ou je m'en fous. Alors moi je m'en fous pas et ils peuvent bombarder l'Algérie que dans des séries parce qu'autrement ils pourront pas, c'est pas possible. Oui, mais il y a des Algériens autour de cette table, hein, je tiens à le préciser. Oui, moi je pense que c'est beaucoup plus intelligent que ça en a l'air. Ouais. Je pense moi que depuis un certain temps l'Algérie est dans le collimateur des pays occidentaux et que ça fait très longtemps que il est dans les chancelleries, dans les rédactions, que le prochain pays à déstabiliser c'est l'Algérie. Et dans l'état où se trouve la classe politique algérienne, cela ne laisse pas de m'inquiéter. Alors j'aime pas du tout, et j'ai bien peur qu'on se retrouve à France Maghreb 2 en train de commenter cette mauvaise nouvelle dans quelques mois ou dans quelques années. Les Algériens aiment trop l'Algérie pour ça, ils laisseront pas. Oui, t'as raison. Ils tomberont pas dans le piège. 200 000 morts. Je déteste ce truc-là parce que tout simplement ils sont en train de préparer les esprits. Vous savez, le pseudo-philosophe. Tu es d'accord avec Hamou? Bien sûr, c'est un impensé que l'on puisse préparer le bombardement de l'Algérie. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, Sarkozy aurait aimé passer de la Libye il l'a dit, à l'Algérie, il faut se rappeler. Et son philosophe de chevet avait tenté de le... Mais ils ont vu que là, c'est un rocher, là. Attention, l'Algérie, c'est pas la Libye. Ouais. Merci, Mohamed Kaki. J'ai une information à donner. Ah oui, très vite. Ce soir, il y a un hommage à Jean-Luc Einaudi, notre frère, notre ami, celui qui a fait découvrir le 17 octobre 1961, autour de son livre La bataille de Paris. Eh bien, ce soir, à 19h, donc, à la librairie La 25e heure, place du Général Beuret, dans 75 Paris. Donc il y a un monsieur qui a écrit un livre justement sur lui, sur quelqu'un de très bien, qui s'appelle Fabrice Risseputi, et donc qui a écrit justement comment Einaudi a fait tout ce travail et comment il s'est solidarisé des Algériens, comment il s'est mobilisé, pourquoi quelqu'un qui j'allais dire pourrait sembler être de loin, eh bien il était très proche de nous. Comme quoi, il faut quand même rappeler qu'on avait beaucoup d'amis français avec les Algériens. Je pense notamment à Fernand Yveton qui a été guillotiné par François Mitterrand pour avoir justement aider les Algériens. Il faut se rappeler. C'est un raccourci, jeune homme. C'est pas lui qui a fait tomber la lame. Hein. Il ne l'a pas gracié. C'est lui qui a permis le fait qu'il a été guillotiné. Et je le dis clairement. Et par ailleurs, nous avons beaucoup d'amis français parce que Fernand Yveton est un ami comme bien d'autres, comme Jean-Luc Einaudi. Et je pense qu'il faut leur rendre hommage à tous ces Français, notamment le réseau Francis Janson. Donc on a des amis, on n'est pas isolé, notamment dans les moments durs. Et il faut le dire. Faut arrêter aussi la paranoïa de dire on est seul. Je crois que c'est ça qui donne l'espoir. Mohamed Kaki, merci beaucoup, président des Oranges. À très vite. Merci beaucoup et à très vite. Hakim Ral. Merci pour l'émission. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci Christophe. Hamou Bouakaz. À bientôt les amis. Merci à tous. Dans un instant, la suite du Grand Forum avec Monsieur Amar. Il va nous mettre tout le monde d'accord pour une petite recette à suivre. On va parler de l'éphéméride bien sûr, de la télé et du sport à suivre sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en ce jeudi soir. Demain, émission spéciale en direct de Marseille avec Tarek Mami. France Maghreb 2, service. Débat en public avec pour thème « Il était une fois le projet de la Grande Mosquée de Marseille ». Le conseil municipal de Marseille a résilié le bail conclu avec l'association de la Mosquée de Marseille pour la construction d'une mosquée. Cette résiliation met fin définitivement au projet de la Grande Mosquée de Marseille. France Maghreb 2 à Marseille sur le 93.8 et Canal Naf, la télévision de proximité marseillaise, ouvre le débat républicain et donne la parole aux acteurs marseillais de la vie civile et aux auditeurs de France Maghreb 2. Pour assister à l'émission, envoyez
envoyer un SMS au 07 70 70 72 09. Laissez votre question sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Mort du projet de l'association Mosquée de Marseille ou mort de l'idée de la Grande Mosquée de Marseille? Rendez-vous ce vendredi 21 octobre de 16h à 18h30 pour en parler. C'est la suite du Grand Forum sur France Maghreb 2 pour cette dernière partie en ce jeudi soir avec tout de suite Amar. Amar, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Bienvenue à vous pour ce jeudi 20 octobre dans l'éphéméride des quelques événements qui se sont déroulés un 20 octobre. Donc, en 1945, l'Égypte, l'Irak, la Syrie et le Liban font savoir aux États-Unis que la création d'un État juif pourrait conduire à une guerre au Proche-Orient. C'était en 1945. Quand même. Oui. Ils avaient du nez, quoi, malheureusement. Et puis en 1994, Mohamed Dib, qui est un écrivain algérien, reçoit le Grand Prix de la francophonie en 1994. Ouais, c'était un Tlemcenien d'originaire de Tlemcen. L'un de ses ouvrages, c'est un romancier, et il a écrit en français d'ailleurs. Et on dit que c'était l'un des plus grands écrivains de langue française. L'un de ses romans s'appelait Laïsa. Il a vécu en France d'ailleurs, en exil dans la région parisienne. D'accord. Bon, bah voilà, vous avez toutes les informations complètes avec l'encyclopédie Amar. On va enchaîner tout de suite avec Jérémy pour les anniversaires de stars, tout ce que vous aimez, mon cher ami Amar, en ce 20 octobre. Alors pour les anniversaires de célébrités, il y a celui notamment de Snoop Dogg. Il va bientôt présenter sa propre émission de cuisine. La première aura lieu le 7 novembre. Il a 45 ans aujourd'hui. 46 ans pour l'animatrice Fred Courtadon. Elle aussi est animatrice. Isabelle Giordano a 53 ans. Bon anniversaire au journaliste Claude Sérillon qui a 66 ans. Tiens, on va rester dans l'univers de la musique pour souhaiter un bon anniversaire à Dani Minogue. La chanteuse qui a aujourd'hui 45 ans. Le politique du jour, c'est André Santini qui a 76 ans. Bon anniversaire aujourd'hui. Également au présentateur emblématique du Top 50. Il s'appelle Marc Toesca et il a aujourd'hui 61 ans. Bonsoir les petits clous. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, le mercredi est consacré au Top 30, au top des albums, des cassettes et des compacts. Et puis enfin, il est actuellement avocat dans le téléfilm de France 3, La Loi de Simon. Il nous fait rire dans de nombreuses comédies comme Le Dîner de con ou sa visite de Mon cul dans Le Petit Rapporteur. L'acteur Daniel Prévost, 77 ans et je ne résiste pas à vous remettre un petit extrait d'époque du Petit Rapporteur. Dites-moi, quels sont les moyens de transport pour accéder à Mon cul? Oh, il y en a très peu. Pas bon. Voiture personnelle, taxi, une fois de temps en temps un autobus. Oui, ah ben voilà. Oui, mais alors où est-ce qu'on s'arrête? Parce que j'ai pas vu l'arrêt de Mon cul. Allez, un bon anniversaire aussi à vous si vous êtes né un 20 octobre. Ah, Le Petit Rapporteur, hein. On s'en souvient. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça? C'était de la télévision, effectivement. Oui, mais vous savez que son père était d'origine algérienne, Kabyle. Bah, bien sûr, tout le monde le sait. Ah oui, ça fait je l'avais rencontré quand il avait sorti son bouquin. Là, il m'a dit, il avait été en Algérie quand il avait retrouvé sa famille et tout. Et il m'a dit, quand je suis revenu, il m'a dit, pendant un an, tu peux demander à ma femme, il me tutoyait, enfin, je tutoyais. Et il m'a dit, pendant un an, tous les soirs, je faisais que je chialais en y pensant, quoi. Alors, mon cher ami Amar, on parlait de Snoop tout à l'heure qui va se lancer dans la cuisine à la télévision américaine. Eh bien, vous nous proposez une recette en ce jeudi soir. Voilà, ça sera des aubergines aux sardines. Alors, donc, pour 4 à 6 personnes, vous coupez 2 aubergines dans le sens de la longueur en tranches de 1 cm d'épaisseur sans les peler. Vous les faites griller des 2 côtés dans un grill en fonte si possible, et sinon vous pouvez les trouver déjà grillés en surgelé. Et ensuite, vous ouvrez 2 boîtes de sardines à la tomate, vous les écrasez à la fourchette avec une cuillère à l'huile d'olive et une gousse d'ail pilé. Vous mettez une couche de 1 cm de cette pâte sur chaque tranche d'aubergine et vous dégustez. Vous aimez les aubergines? Bien sûr. Voilà, et les sardines? Non. Vous aimez pas les sardines? Un peu moins. Ah bon, d'accord, ça dépend. Il y a tellement de façons de préparer les sardines. Vous savez, il y a même des tartes aux sardines. Hein. Oui, écoutez, bon appétit. Merci. Hein. Eh bien, écoutez, on va se souhaiter une bonne soirée alors. Ah absolument. Et puis bonne dégustation pour ce soir donc. Voilà, merci, oui. Et vous aussi pour les figues. Bonne soirée. Oui, merci, au revoir. Place maintenant à l'actualité sport de ce jeudi soir. C'est avec Ralph Pechenik que nous avons rendez-vous.
Bonjour à tous, il manque encore la manière et un peu plus d'assurance aussi, mais le PSG avance à son rythme en Ligue des Champions. Victoire 3-0 hier soir face à Bâle lors de la 3e journée des phases de poule au Parc des Princes. Paris qui retrouve Marseille dimanche en championnat lors du Classico est toujours en haut de tableau dans ce groupe A avec 7 points à égalité avec Arsenal. Vainqueur hier soir de Lugo Goretz, 6-0, un véritable carton pour les hommes d'Arsène Wenger. Parmi les autres rencontres de la soirée, le FC Barcelone et Manchester City avaient rendez-vous au Camp Nou. Là aussi les Espagnols ont cartonné avec un sérieux 4-0 face aux Britanniques dépassés par les Catalans. Au même moment, le Bayern Munich a battu le PSV Eindhoven 4-1, alors que l'Atlético Madrid l'a emporté 1-0 à Rostov en Russie. Ce soir, place à la 3e journée des phases de groupe de la Ligue Europa. Après 2 défaites, Nice, privé de Mario Balotelli, devra s'imposer ce jeudi à 19h à Salzbourg pour espérer rentrer dans la course au 16e de finale, tout comme Saint-Etienne. Après 2 nuls, les Verts attendent une première victoire. Pourquoi pas ce soir contre Kadala, un club d'Azerbaïdjan. C'est dans le chaudron et c'est à partir de 21h05. Et puis sachez que le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février avait lieu hier soir. Le match d'ouverture va opposer le Gabon à la Guinée-Bissau. On attend aussi une énorme rencontre entre l'Algérie et la Tunisie dans le groupe B, alors que l'Égypte, de retour dans la compétition, sera notamment opposée au Ghana, vainqueur 4 fois de cette Coupe d'Afrique. En handball, Paris écrase tout. Le leader de la Lidl Star League a largement battu le promu alsacien Célestat hier soir à Coubertin, 38-25, score final. Le PSG fait un sans faute dans ce championnat, 5 matchs, 5 victoires. Nantes a aussi remporté une belle victoire hier soir à Nîmes, 34-31 et reste à 1 point des Parisiens au classement. Enfin dans l'Ovalie, Münster va bien jouer son match en retard face à Glasgow samedi pour le compte de la 2e journée de Coupe d'Europe, la Champions Cup. La rencontre aura lieu au lendemain des funérailles d'Anthony Follet, l'un des entraîneurs du club, mort brutalement à 42 ans dans la nuit de samedi à dimanche. Coup d'envoi ce samedi à 13h après-demain. Pour terminer ce grand forum, place maintenant à la télé et au programme pour ce soir. Alors, qu'y a-t-il à la télé ce soir, Jérémy? Secret de télévision, série, politique ou bien encore humour ce soir à la télévision. Et on va commencer avec TF1 qui vous propose Profilage. France 2, l'émission politique avec comme invité ce soir Bruno Le Maire. France 3, ce sera la série The Night Manager. Canal, la série Gomorrah. M6, alors que le 3 vient de sortir au cinéma. 3 parce qu'il a cassé le 2, on le rappelle. Retrouvez Jean Dujardin dont Brice de Nice. Moi c'est Gladys, la reine du kiss. Moi c'est Igor de Sgore. Igor de Sgore? Cherche pas, t'as tort. C'est le casse de Brian. Marius Lacaille, comme l'oiseau. Allez, vous oubliez pas, il y a une yellow chez moi ce soir. Hein. Quoi? Une yellow, ça veut dire jaune. Oui, merci, j'avais compris. T'as déjà entendu parler des nuits blanches à Saint-Trope? Ben ici c'est les nuits jaunes et c'est chez moi que ça se passe. Open bar toute la nuit, ambiance de folie, culotte facultative, toute sortie définitive. Brice de Nice ce soir donc sur M6. W9, petite coupe d'Europe de foot avec Saint-Etienne qui reçoit le club de Kabbalah. C8 et Nora Malagré présente Derrière le poste. L'animatrice dévoile les coulisses des séquences cultes de la télévision. Au sommaire, Danse avec les stars, enquête sur l'émission qui a permis à certains candidats de connaître un regain de notoriété. Son jury, ses danseurs, enquête également sur nos chers voisins. Et puis enfin, sur TMC, vous allez pouvoir retrouver Spider-Man. Voilà, je vous souhaite de passer une belle soirée et de faire le bon choix. Eh Marion, quoi? Je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de pas venir? T'es cassé. Voilà, ainsi se termine ce grand forum. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous non pas demain, puisque demain une émission spéciale en direct de Marseille concernant la grande mosquée de Marseille, dont le projet a été définitivement enterré par le conseil municipal de Marseille il y a 2 semaines maintenant. En long et en large, nous allons y revenir avec Tarek Bami et Canal Naf pour cette émission spéciale. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos questions à l'ensemble des intervenants au 06 18 21 56 41 pour bien sûr poser vos questions, et n'hésitez pas aussi à venir donc assister à l'émission. Vous avez donc le spot en question qui vous rappelle toutes ces choses utiles pour que vous puissiez venir assister à cette émission demain entre 16h et 18h30 sur France Maghreb 2. Donc voilà, soyez là et au rendez-vous, on compte sur vous. Bien sûr, amis Marseillaises d'ailleurs, autre rendez-vous ce samedi à Marseille. C'est Humanapil, le concert Humanapil au profit donc des enfants syriens, avec un certain nombre d'artistes qui seront sur scène donc au Palais des Congrès Parc Chano à Marseille ce samedi soir. L'ouverture des portes à 17h30, début du concert 19h, avec parmi les artistes bien sûr Medine, Khalid Belrouzi, également beaucoup d'autres artistes. Voilà, Samir Rosman et notamment le Silence des Mosquées. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Silence des Mosquées qui a fait un tabac bien sûr dans les années 95-2000
et qui d'ailleurs continue puisqu'ils vont pas tarder de sortir un nouvel album. C'est ce que nous a confié en tout cas l'un des chanteurs de ce groupe que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Et rendez-vous donc ce samedi à Marseille pour le début de cette tournée Human Appeal qui passera par Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille et aussi Paris le 30 octobre prochain au Zénith de Paris. Belle soirée à vous. Le silence des mosquées. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve lundi pour le Grand Forum, demain avec Tarek Mami pour cette émission spéciale à Marseille.